Un décor magnifique, ici en direct à Arcachon, sur le bassin d'Arcachon, pour un débat, on l'espère, qu'il sera tout autant, on veut dire tout autant magnifique et riche d'enseignements. C'est ce qu'on vous propose tout de suite avec Sud-Ouest et le CIBA. Bienvenue dans la salle du tir au vol. On va parler de ce magnifique environnement qui attire de plus en plus de touristes. Et Bruno, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Quel tourisme pour le bassin d'Arcachon demain? Vous êtes le directeur de l'agence Sud-Ouest à Arcachon. Ce sujet est prégnant, il est traité régulièrement dans nos pages. Vous allez pouvoir d'ailleurs suivre ce débat et le retrouver évidemment dans Sud-Ouest jeudi, mais le suivre en direct. Nous envoyez vos questions, on les posera ici à nos invités. Ils y répondront. N'hésitez pas, suivez-nous sur Facebook, sudouest.fr, tv7.fr et TVBA. Bruno, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Alors pourquoi ce sujet ? Parce que le tourisme, c'est une énorme chance pour le territoire, pour le bassin d'Arcachon. C'est aussi, on va le voir, une manne très importante. Didier Arinou nous en dira peut-être quelques mots, mais c'est aussi évidemment des nuisances, des problèmes, une vraie saturation, ce qu'on appelle le surtourisme. On l'a vécu ces derniers étés, en particulier l'été 2020 où il y a eu un monde vraiment fou sur le bassin. Et puis c'est à peu près à ce moment-là, d'ailleurs, que le CIBA, syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, a lancé sa politique de promotion touristique, puisqu'il a en charge cette compétence. Il a lancé une nouvelle politique de promotion du tourisme. Yves Foulon, vous êtes maire d'Arcachon et président du CIBA. Et alors, je me souviens à l'époque, on avait titré là-dessus Sud-Ouest. Vous aviez dit, on avait récupéré cette phrase, vous savez comment on est les journalistes, on ne veut plus d'affiches de la dune du Pilat dans le métro. Est-ce que c'est une phrase qui résume un peu la nouvelle politique touristique que veut mener le CIBA ? D'abord des remerciements au journal Sud-Ouest et au CIBA, à vous Stéphane et Bruno et Isabelle, d'avoir monté cette opération qui pour nous, évidemment, vous l'avez dit, très importante. Le tourisme, c'est le cœur de notre activité et le cœur de l'identité du bassin d'Arcachon. Oui, le côté métro et les affiches de la dune du Pilat. D'abord, la dune du Pilat est toujours là, c'est la plus belle d'Europe, on en est fiers, mais on ne veut plus l'avoir dans le métro, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est une politique plus complète et plus concrète qu'on vous exposera peut-être au cours du débat. Oui, c'était une réponse en 2020 à ce que nous avons vécu avec la première année de pandémie. Rappelez-vous, 16 mars 2020, on est confiné et on fait quand même l'été juillet-août 2020. Et un nouveau mot est apparu dans la tête des gens, le cœur des gens. Vous en êtes fait l'écho, les journalistes, c'est le surtourisme. Alors on y reviendra certainement. Sur-tourisme, le mot tourisme, c'est beau, c'est grand, c'est fort. Le sur, on n'en avait pas envie. Donc du coup, le symbole a été de rentrer dans une spirale plus qualitative pour éviter le quantitatif. Et l'image la plus forte, c'était qu'il y a 15 ans, c'est vieux, le CIBA ne le faisait plus ces dernières années, c'était de proposer le bassin d'Arcachon dans le métro. Alors ça, on ne veut plus le faire. C'est aussi de proposer le bassin d'Arcachon dans les Sucettes, Decaux ou autres, dans les boulevards périphériques ou sur les Champs-Élysées. Voilà, on ne veut plus ça, pour des questions que j'exposerai dans un instant, parce que c'était l'image même du surtourisme. Karine Desmoulins, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez une double casquette. Ici, vous jouez à domicile puisque vous êtes première adjointe au maire d'Utèche, commune du bassin d'Arcachon, qu'on ne présente plus pour les gens qui nous suivent d'un peu plus loin. Pour vos voisines de la région qui arrivent de Niort, et on en parlait tout à l'heure, c'est le parc ornithologique, entre autres, Utèche. Et vous êtes aussi candidate pour être présidente du comité départemental du tourisme de la Gironde. Est-ce que ce mot surtourisme, c'est quelque chose qui est aussi un souci pour le département de la Gironde et pour le département? Est-ce que vous engagez aussi dans une politique justement de mieux répartir sur l'année, sur le territoire, cette arrivée de touristes? Alors en fait, il faut savoir qu'en Gironde, nous accueillons plus de 20 000 personnes supplémentaires chaque année. Donc forcément, il y a une population qui s'accroît, il y a des touristes qui viennent en nombre, en masse. Pourquoi ? Parce que effectivement, notre territoire est attractif, la Gironde est attractive. Et puis effectivement, cette démarche du schéma départemental a produit des effets en termes de tourisme résilient, en termes d'écotourisme. Il faut dire qu'on a un territoire vraiment fabuleux. Et donc, on peut comprendre que les personnes veuillent venir sur notre territoire. Mais effectivement, vous le disiez à juste titre, il y a eu également une prise de conscience des habitants lors de cette crise sanitaire. Et en fait, nous souhaitons davantage qu'il y ait un tourisme pour les habitants, mais également un tourisme tout au long de l'année, c'est-à-dire ne pas concentrer l'activité sur juillet-août, mais bien un tourisme sur toute l'année, parce que toutes les saisons sont belles. Et il y a beaucoup à faire et à voir sur le bassin d'Arcachon notamment. On va y revenir parce que je pense que ça ne se décrète pas. C'est ce que disait Yves Foulon. On va voir quels sont les moyens potentiels tout au long de ce débat.
Alors Christelle Chassagne, vous êtes conseillère régionale, vous êtes pour l'instant administratrice du comité régional du tourisme, peut-être présidente dans quelques jours, nous verrons, probablement. Alors on a parlé de cette problématique sur le bassin d'Arcachon, mais vous avez une vue régionale plus large. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez ailleurs, sur nos littorales notamment de cette région ? Alors, vous parliez de surfréquentation. C'est vrai que très souvent, quand on fait le bilan de la saison touristique, on l'a fait la semaine dernière sur la Nouvelle-Aquitaine, on parle de surperformance au niveau du littoral. C'est bien le mot qui est utilisé. Et oui, c'est quelque chose que l'on retrouve. Je pourrais vous parler de mes échanges avec Monsieur Fontaine de La Rochelle qui exposait la même problématique, c'est-à-dire que l'été, il a une population qui explose, donc un réseau aussi qui n'est pas routier, qui n'est pas adapté, toute une population qui subit aussi cette surpopulation. Donc lui parle d'attractivité toute l'année, d'essayer de mettre des choses en place. Alors pour ça, évidemment, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais la région veut s'inscrire aussi dans une région, la première région de tourisme durable. Donc je crois que les choses sont déjà enclenchées là-dessus, et notamment avec ce schéma de développement du schéma touristique et de loisirs qui est orienté sur la feuille de route pour le développement durable avec Néoterra. Ça, ce sont vraiment des points importants qui nous ont déjà positionnés là-dessus. Et puis je crois que ça fait aussi quand même quelques années que la région ne fait pas la promotion de la destination d'Arcachon notamment et d'autres, et on peut gérer les flux aussi grâce au CRT et l'Observatoire, et Néoterra, j'y reviendrai tout à l'heure, nous aide à agir en ce sens. Alors il y a les lecteurs, les internautes plutôt qui nous regardent peuvent participer. Il suffit de poser des questions, voilà, on les relaiera. En tout cas la plupart, celles qu'on pourra. Alors dans l'article qu'on a publié il n'y a pas longtemps pour présenter ce débat, il y en a un qui nous a déjà indiqué, qui nous dit je sais ce qu'il faut faire pour le tourisme. Il nous faut un grand port de plaisance, on n'a pas assez de place. Il nous faut plus de bars de nuit, il nous faut plus de discothèques, il faut qu'on s'amuse plus. C'est pas une question de Bruno Béziat, M. Foulon, c'est un lecteur. C'est exactement l'inverse que vous voulez faire, Yves Foulon, c'est ça. Je sais qui c'est. Mais non, c'est pas le truc qu'on s'est mis dans la tête. Voilà, c'est un peu l'inverse. Nous, on est sur le qualitatif. Donc, ce qu'il a décrit là n'est pas dans nos objectifs du tout. Alors, ça existe ailleurs en France, plutôt sur la Côte d'Azur. Ça existe, ça. Il y a des propositions qui sont faites sur la Côte d'Azur, mais sur le littoral atlantique et la région et le département sont à nos côtés, justement, pour réaliser cela. On est sur une gamme de tourisme qualitatif, en essayant d'éviter ce qu'on a appelé l'an dernier le surtourisme, qui en fait découle que de deux éléments, parce que les acteurs économiques qui sont ici, pour certains, il n'y a jamais de surcommerce, ça n'existe pas. Le tourisme, c'est une activité économique qui génère chez nous 760 millions d'euros, qui génère de l'emploi, de l'activité, de la richesse, qui tend la main à des jeunes saisonniers. Enfin, il y a vraiment derrière le tourisme tout un volet social et économique. Et ceux-là, ils ne s'en plaignent pas du surtourisme. La population, elle a mal vécu ces 2 dernières années, qui s'étaient peut-être un peu amorcées les années précédentes, sur 2 sujets. C'est la sécurité qui a été remise en cause. Trop de monde et avec des personnes qui habituellement ne viennent pas sur le bassin d'Arcachon, ne choisissent pas cette destination habituellement sur les années précédentes, crée des difficultés de sécurité auxquelles nous avons fait face cette année en 2021. Et c'est un problème également de circulation et de densité humaine et de véhicules qui pose un problème. Donc on est obligé de trouver des points d'équilibre entre le volet purement économique, purement lié à l'emploi, à l'activité, à la richesse, qui est important. On ne pourrait pas se passer du tourisme. Nos activités tournent autour du tourisme ici sur le bassin. Et en même temps, la population qui souhaite ne pas être mise en défaut en matière de sécurité et en matière de circulation. Si on avait réglé ces problèmes de sécurité et de circulation, personne n'aurait parlé du surtourisme. Alors justement, Yves Foulon, Christelle Chassagne le disait, on a cité, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de clivage politique sur cette question, en tout cas sur cette question précise, puisqu'on vient de citer Jean-François Fontaine. On sait qu'à Sud-Ouest, on suit évidemment aussi cette actualité. De Charente-Maritime, ça vaut aussi pour Royan et La Rochelle. On va prendre un exemple. L'île de Ré, il y a 10 ans, se posait cette question de surfréquentation, avec les soucis que vous venez d'annoncer.
c'est des problèmes de délinquance, on ne va pas parler que de ça, des problèmes de surfréquentation du réseau routier, totalement saturé. On se rappelle de certains week-ends, il fallait 4 heures, 5 heures pour quitter l'île de Ré, c'est des faits réels. À un moment, un élu a osé dire heureusement, nous avons le pont, parce qu'à 16 € le passage, on limite l'avenue des touristes. Est-ce que la solution, Yves Foulon, je sais qu'il y a un débat aujourd'hui sur l'accès à 4 voies et vous êtes favorable à l'arrivée des 4 voies à Arcachon, est-ce qu'il faut imaginer un péage pour limiter l'arrivée du touriste à Arcachon ? Non, c'est pas cette solution qui nous préoccupe non plus. On n'est pas dans une idée de vouloir fermer le bassin. On est dans une idée de faire venir le même nombre, mais avec une différence de fréquentation. C'est ça notre objectif. Donc du coup, on a radicalement changé notre politique. On faisait allusion tout à l'heure au métro, mais on a surtout changé notre physionomie. On a une perle qui incarne le bassin d'Arcachon. On a une marque qui s'appelle... C'est le nouvel emblème, hein, le nouveau symbole. Le nouveau logo qui incarne plus de qualité, qui véhicule une image différente de celle du passé. Notre marque que nous avons créée il y a quelques années maintenant, il y a beaucoup d'acteurs de la marque qui sont ici des partenaires, qui sont des ambassadeurs du bassin d'Arcachon. On souhaitait aussi que l'on s'appelle maintenant bassin d'Arcachon et non plus BA comme autrefois. On a installé de nouvelles cibles différentes. Par exemple... Donnez-nous des exemples concrets sur les cibles. C'est très simple. Les communications que nous faisons, nous les faisons qu'à Paris et à Lyon. Pourquoi ? Parce que nous pensons que Paris et Lyon, avec les moyens de déplacement qu'ils ont et la masse de population qu'il y a et la sociologie qui habite intramuros dans la ville de Paris et dans la ville de Lyon, correspondent à la clientèle qu'on peut faire venir assez facilement et qui nous permet d'éviter le surtourisme, qui est l'objectif final. Donc, on a des supports de communication qui sont radicalement différents. Avant, oui, on faisait des spots sur BFM, on faisait des affichages de la dune du Pilat dans les Sucettes sur les Champs-Élysées. On faisait même, il y a quelques années, il y a bien longtemps qu'on a arrêté, mais on le faisait, des affiches dans le métro, dans les stations de métro. On ne fait plus du tout ça. On travaille avec Le Figaro, on travaille avec Télérama, on travaille avec France Culture, on travaille avec des supports qui atteignent des cibles que nous avons ensemble déterminées géographiquement et sociologiquement, et l'addition de tout ce travail, une nouvelle image, de nouveaux logos, de nouvelles cibles, de nouveaux supports, fait que nous espérons inverser, non pas le volume, parce qu'il faut que nos commerçants, nos partenaires travaillent. Mieux le répartir dans l'année. Alors ça, c'est le point crucial, évidemment, mais qui était demandé depuis des années. L'addition de ces cibles, supports et logos, c'est aussi et surtout le tourisme à l'année pour présenter aux Français en général des propositions 12 mois sur 12 et non plus 2 mois sur 12 ou 2 mois plus les vacances scolaires. Karine Desmoulins, ça c'est concret ce que vient de dire Yves Foulon. Vous, de votre côté, au département, faites quelques exemples concrets peut-être de la manière dont vous abordez cette question de la politique touristique. Bien, écoutez, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, qu'on fasse de la communication sur le bassin d'Arcachon, que nous n'en fassions pas. C'est un territoire qui est attractif, donc on aura toujours du monde. Qui sera l'été en tout cas. L'été en tout cas. Donc l'idée effectivement, c'est de lisser sur l'année, faire connaître le bassin d'Arcachon sur les autres périodes, sur les autres saisons, parce que bien sûr il y a des animations, bien sûr il y a des rencontres, il y a notamment, et c'est très important pour nous, tout ce qui est lié au maritime, faire connaître le métier de l'ostréiculture, faire connaître tous ces métiers qui sont liés au vivant, et donc comme c'est un territoire bien spécifique, eh bien, il faut vraiment accompagner les professionnels pour qu'on ait une éducation comme ça à l'environnement, à ce territoire bien particulier, avec une préservation de sa biodiversité qui est incontournable. Avant de retrouver Christelle Chassagne pour la faire réagir, je vous propose qu'on regarde des chiffres, parce qu'on a un expert, on a des experts là, du tourisme autour de nous. Mais Didier Arinaud, vous êtes le directeur du cabinet Pro Tourisme. On va regarder avec vous une présentation qui va aller certainement nourrir la suite de cette discussion. On a quelques chiffres et on vous écoute sur un portrait touristique de ce bassin. Si vous voulez bien prendre votre micro pour nous répondre. Oubliez les chiffres qui vont passer, on le met pour notre public, vous les savez mieux que nous certainement. Ce qui est important peut-être, c'est de dresser ce bilan aujourd'hui. Et ce que souhaite, j'entends là le président du CIBA le dire, c'est-à-dire comment je catégorise un peu plus mon touriste et que je vais chercher un tourisme de plus grande qualité. C'est pas faire injure à ceux qui viennent déjà. Comment c'est possible ça pour vous ? Tout d'abord, contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, quand on parle de surtourisme, il y a une grande partie du tourisme sur le bassin qui est liée à la fréquentation des habitants, des clientèles de proximité.
Et il n'y a qu'à voir le nombre de 33 qui viennent sur le bassin, y compris d'ailleurs sur des journées où ils viennent juste à la journée. Le deuxième élément, c'est que si on veut éviter un surtourisme, ou en tout cas un tourisme plus rémunérateur, parce que pourquoi fait-on du tourisme? On doit se poser la question. C'est quoi le but? Pourquoi on développe le tourisme? 760 millions, disait tout à l'heure le président Siban, on le voit s'afficher, généré sur le bassin, un quart des retombées économiques touristiques du département de la Gironde. Donc on ne fait pas du tourisme parce qu'on aime les touristes, sinon on les accueillerait tous gratuitement chez nous. On fait du tourisme parce que c'est générateur d'emplois, parce que c'est un écosystème qui permet aux acteurs, aux professionnels du tourisme, et pas seulement. Sans le tourisme, les ostréiculteurs, et on l'a vu d'ailleurs pendant cette période de Covid, n'avaient pas de débouchés. Sans le tourisme, les producteurs locaux. Et puis sans l'activité touristique, c'est tout l'écosystème, y compris dans le bâtiment, dans les prestataires, chez les commerçants, qui ne fonctionnerait pas. C'est une chance d'avoir une attractivité touristique. D'ailleurs, l'attractivité, elle va bien au-delà du tourisme. Si les gens s'installent sur les communes du bassin, et pas seulement à Arcachon, au Cap-Ferré, mais aussi toutes les communes... 25 000 habitants de plus chaque année. 25 000 habitants. C'est bien parce qu'il y a cette attractivité, ce phare. Donc l'attractivité touristique, c'est aussi l'attractivité économique, c'est aussi l'attractivité vis-à-vis des néo-habitants. Donc on ne doit pas opposer, semble-t-il, l'activité touristique et le reste des activités. D'ailleurs, bien souvent, ceux qui sont venus en tant que touristes, qui ont apprécié, ensuite, une fois qu'ils sont des habitants, ils ne supportent plus les touristes. Mais ça, c'est très souvent le cas. D'ailleurs, en règle générale, on aime bien s'amuser, pouvoir profiter de ses vacances, mais dès qu'on devient habitant, on ne supporte plus le bruit du voisin ou de l'activité touristique. Mais si on regarde le fond, je pense qu'il y a mal donne sur le fond. C'est-à-dire qu'il y a une image du bassin qui est une image faussée. En fait, c'est une destination... Dites-nous en quoi elle est faussée. Elle est faussée parce qu'en fait, il y a une offre qui est insuffisante. Il y a, quand on prend, c'est 46% de meublé, c'est très peu, l'hôtellerie représente seulement 8% de l'offre d'hébergement sur le bassin. C'est-à-dire qu'on est dans une fausse image du bassin. C'est pas du tout une destination haut de gamme aujourd'hui, le bassin d'Arcachon. Ceux qui sont haut de gamme, c'est ceux qui sont les propriétaires des maisons. Mais en fait, on est sur un tourisme très moyen en termes de prestations. L'hôtellerie de plein air, qui représente 4 fois plus que l'hôtellerie traditionnelle, c'est une hôtellerie qui est tout à fait lambda, qui est moins qualitative que dans le Médoc. Il y a 50% de moins d'hébergements touristiques sur le bassin qu'il n'y en a sur le littoral du Pays Basque. Donc comment développer un tourisme à l'année si on a une insuffisance de cette offre, et notamment en hors saison, lorsque Dame Météo fait des siennes? Car remplir en juillet-août, c'est d'une facilité absolument incroyable, puisqu'il y a cette attractivité. En revanche, le défi, c'est comment faire venir une clientèle sur l'arrière-saison. Et on surévalue. Je vous laisse finir, mais première solution que vous proposez, on fera réagir le maire et les élus, c'est déjà de construire d'autres hôtels. On le retient comme tel. Alors, des hôtels, d'abord faire monter en qualité. Oui. Monter en qualité. Alors, je sais qu'il y en a, ça les effraie de parler de monter en gamme, mais c'est indispensable à toutes les destinations. Une montée en gamme, une montée en qualité, c'est ce qui permet d'allonger la durée de la saison. Et puis, c'est ce qui permet aussi d'accroître la satisfaction. Et enfin, et fondamentalement, c'est ce qui permet d'être moins dépendant de la météo. Car la grande problématique du bassin, c'est une extrême dépendance à la météo. Les gens font quoi lorsqu'il ne fait pas beau? Or, les vacances, on parle de l'élargissement. Bien évidemment, il y a les vacances de la Toussaint, il y a les vacances de février. Les vacances de février, quand il n'y a pas de neige en montagne, bon nombre de gens reviennent. Donc, quelle offre on propose sur l'arrière-saison? Quelle offre en termes d'hébergement? Quelle offre en termes de prestations? Et aujourd'hui, ce tourisme, si je devais le résumer, c'est un tourisme de cueillette, et c'est un tourisme avec des acteurs ou des habitants qui sont des enfants gâtés. Vous voulez dire que la profession n'a pas fait assez d'efforts, c'est ça? Vous dites, des enfants gâtés, voilà, finalement, ça venait tout seul. Ça venait tout seul, voilà. Pour l'instant, Bruno. Oui. Ils arrivent. C'est-à-dire qu'il y a nécessité, à un moment donné, d'avoir une qualité, et d'ailleurs, ceux qui font de la qualité fonctionnent très bien, mais il y a nécessité d'avoir une densité d'offres, et vous l'avez tous constaté, quand on vient sur l'arrière-saison, venez au mois de novembre, et je ne citerai pas les communes pour ne pas être désagréable, c'est quoi l'offre touristique que l'on propose? C'est quoi l'expérience client qui est proposée? Alors de ce point de vue, il y a des choses qui existent, qui ont été faites. Parce que quand j'entends parler de la communication, il y a une chose remarquable. Hier, j'étais à l'Assemblée générale du département du Morbihan. Le Morbihan, le golfe du Morbihan, aujourd'hui, il y a X offices de tourisme. Vous avez la chance d'avoir une structure qui communique pour l'ensemble.
Vous en connaissez beaucoup des structures comme cela? Il n'y en a pas au Pays Basque. Il n'y en a pas dans la plupart des territoires. Vous évoquiez tout à l'heure du CIBA, là. Je parle du CIBA. Ok. Vous parliez de La Rochelle et l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de communication commune. Ce travail extraordinaire qui a été fait avec une structuration en termes de communication autour du CIBA qui porte la communication de l'ensemble du bassin, c'est déjà un actif. Et puis, le tourisme, c'est de l'offre. Il n'y a pas de développement touristique sans développement de l'offre. On peut faire tout le marketing que l'on veut. On peut faire toutes les campagnes de communication, mais avec un défi. Si c'est pour dire, et ça ne concerne pas que le bassin, ce que les gens savent déjà, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de les surprendre, de leur montrer qu'ils peuvent aussi profiter du bassin. Le bassin se vit aussi en hiver, à l'automne, au printemps, etc. Et c'est ce qui peut permettre de donner, sauf que on a nécessité, la clientèle touristique a nécessité de se projeter. Et pour se projeter, encore faut-il qu'elle puisse comprendre ce qu'elle peut faire, quelle est son expérience client. Et il y a quantité de choses, et ce qui est merveilleux sur le bassin, et j'en resterai là, au travers des activités de pleine nature, qui sont en plein boom, il n'y a qu'à voir l'explosion du vélo, et on doit se poser des questions aussi sur l'offre. Il y a aussi la nécessité de développer un tourisme d'expérience autour aussi de l'offre culturelle. Et c'est aussi un des manques sur le bassin. Et enfin, il y a un élément qui est un élément clé. C'est comment on renouvelle les clientèles touristiques. Alors, bien sûr, il y a la clientèle de proximité, et la clientèle de périproximité, il ne faut pas la négliger. C'est celle qui est susceptible, qui est en multipartant, qui peut venir vivre ici, du court séjour, une expérience. Mais quand on regarde les chiffres, parce qu'en fait, les chiffres sont imparables, c'est une destination qui, aujourd'hui, n'a pas une offre à la hauteur de son potentiel. Alors, On a compris le message. Oui, bien passé. Merci de votre enthousiasme. En tout cas, on vous garde avec nous. Hein. Vous êtes l'expert fil rouge avec Yves Foulon. Yves Foulon, alors, il a été sympathique parce qu'il a commencé à dire ce qu'à l'époque, il a salué la qualité du travail du CIBA. Donc, vous en sortez bien. Non, plus sérieusement, concrètement, le rôle de l'élu que vous êtes, président du CIBA aujourd'hui, parce que là, on parle d'investissement privé, à moins que là, vous nous annonciez que les collectivités vont créer des offres touristiques. Comment vous pouvez insuffler, donner envie, on va les recevoir tout à l'heure, de construire des hôtels, de faire de l'offre et qu'on sorte d'un tourisme, j'ai gardé la réflexion, on l'a gardé pour ce débat, tourisme de cueillette. Comment on renverse la tendance ? Le constat de Didier Arinaud repose sur deux volets. Nous, on est que sur le premier en ce moment. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit il y a un instant, on a changé les cibles, on a changé les supports, on communique que dans les périodes d'hiver. Autrefois, on faisait des périodes de communication avril-mai pour s'assurer de la saison. Aujourd'hui, on ne fait rien avant le mois de septembre, octobre, novembre, et on arrête après. On est vraiment sur des configurations radicalement différentes. On a inventé également ce qu'on appelle le journal de bord, qui permet de décliner des propositions faites aux futurs touristes 12 mois sur 12. Donc on leur explique qu'au mois de janvier, on peut faire ça sur le bassin, au mois de février aussi, c'est assez incertain au départ. Mais ce qu'il a décrit, in fine, est une réalité. Quand on aura changé le type de clientèle, quand on aura fait du qualitatif pour éviter le quantitatif et donc la notion de surtourisme, qu'on aura permis à chacun de savoir qu'il y a des offres précises qui sont faites en janvier, en février ou à l'automne, il faudra aussi que l'offre d'infrastructure évolue. Une question fait quand même allusion à cela, directe, et il a raison. Une question. Mais c'est la deuxième étape, parce que les investisseurs... C'est la question que je vais vous poser. Est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous les voyez arriver ? Oui, ils sont déjà là. Quand, enfin, on ne peut pas citer les, les les endroits... Il y a des chantiers en cours sur la ville et ailleurs. On a des investisseurs qui sont venus, qui ont maintenant une dizaine de restaurants ici. Ils sont très professionnels. Ils sont avec beaucoup d'expérience, avec des moyens qui sont mis en œuvre pour accueillir la clientèle. Quand il y a des infrastructures qui se sont créées il y a 8-9 ans, de façon incertaine à l'époque, la Corniche par exemple, à Itza, ça a tiré vers le haut le type de clientèle qui est venu sur le bassin d'Arcachon. Donc c'est la seconde étape que Didier Arinaud a présentée, mais il fallait passer par la première, les cibles, les supports et les temps de communication et le type de communication. Ça, c'est fait. Après, il faudra passer à la seconde étape. Allez, Karine Moulin et Christelle Chassagne, dans l'ordre que vous souhaitez, parce que vous avez envie de réagir. Alors, moi, je voudrais simplement revenir sur une notion qu'on évoque depuis tout à l'heure, la notion de qualité. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que peut-être que tout le monde y met derrière ce qu'il veut. Il faut savoir que, et je ne suis pas entièrement d'accord avec vos propos, parce qu'au contraire, je pense que
Énormément de professionnels ont fait beaucoup d'efforts justement pour accueillir dans les meilleures conditions possibles des touristes. Quand on parle de tourisme de qualité, de quoi parle-t-on ? Nous parlons notamment d'accessibilité, comment rendre accessible le lieu d'hébergement par exemple pour les personnes à mobilité réduite. Quand on parle d'accompagnement, de découverte du territoire, on parle de qualité également. Quand on parle de prendre son vélo ou de prendre le train pour venir jusqu'à sa destination, là aussi c'est un tourisme de qualité. On parle pas, quand on parle de qualité, il ne faut pas y voir forcément du haut de gamme, mais comment on vient vivre notre expérience touristique de manière posée. On parle de slow tourisme, un mot anglais très à la mode, mais comment on prend le temps de vivre sa Vous voulez destination. pas faire un tourisme pour les riches, quoi, Pas vraiment. pour le dire comme ça, Christian Chassaing. Quand deux tiers de l'offre en hébergement, en hôtel, 2 tiers de l'offre est sur du 2-3 étoiles. Vous avez raison, c'est une question d'équilibre, mais à un moment donné, on doit compenser les manques. Aujourd'hui, sur le bassin, la réalité, c'est un manque de qualité, de niveau plus haut de gamme, et dans les gammes, dans chacune des gammes, c'est plutôt le niveau inférieur de la gamme. Et ça, c'est une réalité touristique. Il n'y a qu'un seul camping qui est dans les 100 premiers campings de France, par exemple. Vous voyez, ce sont des Et je voudrais ce sont des simplement faits. souligner quand même le travail important des professionnels qui font en sorte de se mettre aux normes, qui font en sorte d'accueillir le mieux possible les touristes. Et donc voilà, je pensais que c'était quand même Christian Chassaing, il faut important de ensuite- le souligner. Cet été, c'est 5,3 milliards de pertes de chiffres sur la saison. Alors, on parle Pour effectivement... qui, pardon ? Pour la Nouvelle-Aquitaine, pardon. Par Pour rapport à- l'ensemble de la D'accord. région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est encore sur des résultats qui font mal. Même si la saison repart, on est sur des résultats qui font mal. Je tenais à le préciser. On a 15% des Français qui sont partis en vacances qui sont venus aussi en région Nouvelle-Aquitaine. Quand on se dit ça, on peut aussi se dire, bon, où sont-ils allés ? On l'a dit, pour la plupart, c'était sur le littoral. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est vous parlez de communication tous les deux. Je rappelle que le comité régional de tourisme, c'est quand même le bras armé de la région qui est là pour faire la promotion des territoires dans une stratégie co-construite, une stratégie étudiée avec les professionnels que l'on rencontre tout au long de l'année avec voilà, tous les organismes, aussi bien les collectivités, les institutionnels que les pros. Et évidemment, on est toujours perfectible, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on mène de concert. Alors, vous parliez des campagnes d'affichage dans le métro. Je crois que ça fait quand même très longtemps qu'on ne voit plus de campagne sur Arcachon ou d'autres destinations sur lesquelles, effectivement, on est très attentif à cette surfréquentation. C'est important de redire que la région met aussi le paquet sur l'accompagnement. Vous parliez des trajets, comment on vient, comment on circule. Eh bien, je crois que sur le réseau ferroviaire, la région aussi met le paquet pour désengorger aussi ces problématiques. Après, voilà, on pourrait évoquer encore longtemps les sujets que vous avez abordés sur lesquels je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, mais je crois que ça, c'est important de dire que la région, comme le comité régional de tourisme, sont là pour accompagner les professionnels et construire ensemble ces stratégies. Il faut l'envoyer. Après, on va... Une réaction simplement sur le volet qualitatif, parce qu'on voit bien que c'est le point d'équilibre à trouver, on est tous d'accord avec ça. Comme tout à l'heure, on évoquait la notion de surtourisme pour ceux qui travaillent et qui vivent du tourisme et qui font marcher leur entreprise. Il n'y a pas de surtourisme, c'est pour la population qui subit le trop-plein de nombre d'individus et de touristes. Sur le côté qualité, évidemment, ce n'est pas du tout l'argent qui est en cause. Vous m'avez posé tout à l'heure la question, me dire si on faisait un péage pour venir sur le bassin, j'ai répondu déclaration d'élus parce du que nord de la région. ça serait discriminant de faire payer et donc de trouver des moyens inégalitaires en argent pour accepter ou refuser telle ou telle personne. Non, le côté qualitatif, c'est par exemple, nous, quand on fait ce journal de bord, où le CIBA invente 12 propositions pour incarner les 12 mois,
On le fait avec les ambassadeurs de la marque, qui sont des partenaires, qui sont identifiés, qui travaillent avec nous tout au long de l'année et qui veulent montrer leur expérience et qui mettent à disposition leur savoir-faire. Et on le fait en mettant en lumière le savoir-faire local. Donc le côté qualitatif, il n'est pas par rapport à l'argent, il est par rapport à la proposition qui est 12 mois sur 12 et qui repose sur notre identité locale, sur notre savoir-faire local qu'on n'a jamais mis en valeur suffisamment parce que 2 mois par an, ce n'était pas suffisant pour présenter ce qu'on sait faire tout au long de l'année. C'est ça le volet qualitatif. Hein. C'est surtout pas de dire je te veux toi parce que tu as de l'argent, je te veux pas toi parce que tu n'en as pas. C'est pas le sujet. On n'a jamais fonctionné comme ça sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Merci Foulon pour cette clarification. Effectivement, C'était nécessaire. Voilà, on va passer à la suite. Alors juste, il y a une question d'un auditeur. Le surtourisme ne découle-t-il pas principalement du développement des locations type Airbnb? Peut-être Didier Arinaud. Eh bien, aujourd'hui, sur le territoire, c'est 46% de l'offre. Ouais. 46%. Sur le territoire qui nous soucie aujourd'hui. Oui, hein. sur Ok. le bassin d'Arcachon. Et quand on voit, et il y a bien des territoires dans lesquels c'est un vrai problème. Si on prend le littoral basque, il faut savoir que les locations via Airbnb représentent plus que la totalité des nuitées marchandes de l'ensemble du Béarn. Ça pose question. Et Basque ou Béarn? Parce que vous avez dit sur le territoire basque et après par rapport Oui, au Béarn. Plus c'est- que le Béarn, d'accord. Ok. C'est-à-dire que les seules locations de type Airbnb Très sur le littoral du Pays basque C'est plus que représentent plus de nuitées que la totalité des nuitées marchandes du Béarn. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'elle est sur l'action publique et l'action politique. On voit bien qu'il y a un travail à faire sur ces sujets qui sont des sujets importants. De la même façon, il y a un travail à faire pour stimuler une nouvelle offre sur les territoires. Ça ne se fait pas naturellement. Alors C'est là que justement, l'action publique On a va un avoir des rôle. professionnels juste après. On conclut avec Christelle Chassagne et on va inverser les plateaux parce qu'on a une vidéo à Très vous bien. passer. Juste sur cette occupation, sur l'occupation de cet été par rapport au logement Airbnb, aux propositions Airbnb, justement dans ce contexte de crise sanitaire, on a pu voir que de nombreux propriétaires ont gardé leur propriété pour leurs propres usages. Donc on est parti sur une base complètement différente cette année et ça n'a pas du tout été le même constat que les autres années. Et pour juste finir, le comité régional de tourisme, c'est aussi ça, c'est l'observatoire et ce sont aussi toutes ces statistiques qui nous permettent aussi de gérer des flux et notamment avec Terra Aventura qui nous a permis d'aller renvoyer une manne de touristes plutôt au milieu de notre région À que sur la l'intérieur. côte littorale. Eh bien, Allez. on va en parler. Merci. Les chiffres d'Atout France qui viennent de sortir hier sur la fréquentation via les meublés de type Airbnb sur le littoral de l'Aquitaine est en hausse par rapport à 2019 et par rapport à 2020. C'est sorti hier et je pourrais vous communiquer les chiffres. On Alors, regardera merci ça. de cette précision. Alors, on poursuit avec un autre acteur qui est l'État, le gouvernement. Alors, la députée du bassin d'Arcachon avait été invitée, évidemment, Sophie Panonac. Elle ne peut être parmi nous parce qu'il y avait un débat important à l'Assemblée. Alors, il faut savoir que le gouvernement prépare un plan de reconquête et de transformation du tourisme. Elle y participe et elle nous indique, elle va nous indiquer quelques propositions qu'elle va porter en 1 minute de vidéo. Et avant de retrouver Sophie Panonac, on remercie 2 autres élus femmes et ça nous a fait plaisir aussi de vous avoir. C'était, j'ai envie de dire, une des premières sorties publiques avec bientôt vos nouveaux mandats. On vous le souhaite. Karine Desmoulins, Christelle Chassagne, merci de votre participation. On sait que vous pouvez rester avec nous dans la salle. On reviendra vers vous, comme on le fera avec beaucoup d'invités tout à l'heure, s'il y a des questions qui reviennent sur ces sujets. Merci beaucoup. J'en profite pour accueillir, pendant qu'on regarde la vidéo, Gilles Delpaux, Didier Vess et Patrick Davé qui peuvent se préparer à nous rejoindre pour prendre la place de ces 2 dames. Et on regarde la vidéo. Alors oui, le défi est bien là. Concilier développement économique et respect de l'environnement. D'ores et déjà, je peux vous annoncer quelques propositions que je porte. Favoriser une gestion équilibrée entre les différents usages des espaces littoraux. Renforcer la transformation écologique et numérique. Diversifier les activités touristiques. Accompagner le renouvellement de l'offre d'hébergement. Développer l'écotourisme. Sensibiliser le grand public et les plus jeunes dans la préservation de la mer et des littoraux et soutenir les ports de plaisance dans leur verdissement. Ces propositions sont bien évidemment déclinables sur notre territoire. Et avant de déposer définitivement mon avis, je souhaite attendre les propositions qui sortiront de ce débat ce soir.
Soyez assurés que je reste engagée à vos côtés, aux côtés des élus et des acteurs du tourisme de notre pays et du bassin d'Arcachon. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon débat. Voilà, alors les professionnels du tourisme, Didier Arnaud en a parlé, en tout cas de l'offre proposée. Gilles Delpaux, vous êtes directeur de Tal Azur Hôtel 4 étoiles, un très bel établissement situé tout près d'ici, tout près du tir au vol. Voilà, peut-être une première action à chaud sur ce qu'a dit Didier Arnaud. Voilà, sur cette offre insuffisante, et puis peut-être aussi sur cette vision, cette nouvelle vision de la promotion touristique. Est-ce qu'elle peut vous inquiéter, vous, ou est-ce qu'elle correspond exactement à ce que vous souhaitez ? Le tourisme, on va dire 12 mois sur 12, c'est quelque chose qui nous interpelle, puisque notre établissement est ouvert 12 mois sur 12. On a la chance d'avoir 3 typologies de clientèle qui sont ce qu'on appelle l'individuel loisir, la clientèle séminaire et la clientèle qui fréquente notre établissement de thalassothérapie. Donc on est effectivement un établissement 4 étoiles qui travaille à 77% de taux d'occupation à l'année. Donc j'ai entendu tout à l'heure que la qualité de l'offre n'était pas toujours suffisante. Notre établissement a été entièrement rénové. On a fait 20 millions d'euros de travaux en 2015-2016. Donc je pense que les moyens ont été mis pour essayer de faire un tourisme de qualité, et c'est ce qu'on s'attache à faire tous les jours. Vous êtes le bon élève, mais est-ce que vous arrivez à l'hiver, est-ce que effectivement la fréquentation, votre hôtel, ça vous donne un taux de remplissage, mais qui est en une moyenne à l'année, mais est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué quand même lorsqu'on attaque les mois d'hiver ? Alors peut-être que M. Arnaud me contredira, mais je pense que le taux d'occupation annuel sur le 4 étoiles en France est aux alentours des 64% de taux d'occupation. Nous, on est à 77% de taux d'occupation. Ce qui nous permet de faire cette performance-là sur le bassin d'Arcachon, c'est le centre de thalassothérapie, puisque des mois de novembre, décembre, janvier, février, on est aux alentours de 60%. Les gens viennent pour ça, hein, clairement. Oui. Ouais. Une question que tout à l'heure pour vous, Gilles Delpaux, c'est justement, on va faire le tour des 2 autres invités. On viendra vers vous sur cette offre qui, paraît-il, est insuffisante. Et on va partir avec un constat important qui est fait par notre expert. Didier Vez, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais juste préciser aux gens qui nous rejoignent qu'on a une volonté d'équilibre homme-femme. Hein. C'est le hasard si ce plateau est uniquement masculin. Vous allez voir, on avait tout à l'heure, non, et je dis parce que c'est important qu'il puisse en ce moment. Didier Vez, vous êtes le directeur de l'Union des bateliers d'Arcachonnais, l'UBA. Qui ne connaît pas l'UBA pour pas avoir traversé au moins une fois, fait le tour des l'île aux oiseaux en bateau. Rappelez-nous d'ailleurs combien il y a de bateaux à l'UBA. On a 25 bateaux et en été avec les partenaires, on a 35 bateaux sur le plan d'eau. Combien fonctionne 12 mois sur 12 ? 12 mois sur 12, une quinzaine de bateaux. Donc un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié. Quel est le pourcentage aujourd'hui de votre activité qui est faite sur juillet-août ? On flirte avec les 80%. Bon, je suis désolé, ce petit interrogatoire rapide, mais c'était pour montrer. Donc 80% sur juillet-août. Quand vous entendez les élus, l'expert dire il y a une possibilité, vous dites waouh, ça va marcher, ça nous plaît, ou vous dites attendez, nous, il faut qu'on les fasse monter sur des bateaux, faire un tour de l'île aux oiseaux l'hiver, qu'est-ce que je fais avec eux ? Ah non, on adhère totalement. Ah non, totalement, on adhère. Aujourd'hui, nous, notre combat, c'est de travailler ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire avril, mai, juin, septembre, octobre. Et pour ça, je pense que d'autres personnes en parleront mieux que moi, c'est les groupes et les séminaires. Après, c'est vrai qu'à partir du mois de novembre, c'est extrêmement compliqué. On a beau essayer de faire des actions, des petites actions de promotion, choses comme ça. On a très peu de retours, il faut être très honnête. On a les vacances scolaires. Donc oui, non, on adhère totalement. Ouais, qu'est-ce que vous proposez concrètement sur ces périodes intermédiaires ? Parce que vous dites que vous travaillez dessus. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, déjà, c'est 2 brochures, une brochure été et une brochure hiver. C'est pas grand-chose, mais c'est important. On ne communique pas de la même manière. On travaille énormément. Je pense que le sujet va aussi être abordé sur le net. Sur tout ce qui est promotion sur le net, publication, de manière à susciter des réactions. Voilà. Après, je dirais l'offre en hiver et en été. Voilà, le tour de l'île aux oiseaux en hiver, c'est le même. Enfin, c'est pas la même lumière, mais c'est la même chose. C'est comme Space Mountain chez Disney. C'est pareil. Une réponse d'Yves Foulon sur le sujet, je le sens. Ce que dit notre entrepreneur, il a complètement raison. C'est à nous, de toute façon, d'inverser cette tendance 12 mois sur 12. Mais 3 sujets très rapides. Grand 1 en matière d'emploi, 12 mois sur 12. On oublie la difficulté qu'ont nos entrepreneurs pour trouver des saisonniers 6 mois sur 12. Déjà, c'est plus facile en termes de réponse à l'emploi, à l'activité. Deuxièmement, pour nos autochtones, nos habitants, quand on a des services et des équipements qui ferment l'hiver, on n'en bénéficie pas.
l'UBA, c'est le cas. Il peut y avoir des Arcachonnais ou des personnes du Ferré ou d'Audange qui ont envie de prendre le bateau. Eux, ils habitent là au mois de novembre. Ils ne peuvent pas. Si nous, on fabrique un tourisme 12 mois sur 12, des propositions sont faites pour également nos habitants. Et Ça bénéficie aux locaux. Ça bénéficie aux locaux. C'est ce fameux tourisme partagé. Et on annule la difficulté qu'on rencontre entre le touriste et l'habitant à l'année, les conflits d'usage. Et dernier point, ça permet à tous les Français d'étaler leurs vacances. C'est pas anodin. Si tout le monde en France faisait comme nous, on pourrait avoir envie d'aller à tel endroit et de ne pas prendre un mois de vacances au mois d'août ou un mois de vacances au mois de juillet, parce qu'on sait qu'on a des propositions de qualité ailleurs. Donc c'est l'enjeu. Ce sont des sujets comme ça, comme cela, sur lesquels on veut travailler pour aboutir à un tourisme à l'année qui est dans notre journal de bord. Et l'UBA est un partenaire, évidemment. Gilles Delpaux, je reviens une seconde avec vous. La question d'Airbnb que je posais tout à l'heure, est-ce que c'est un sujet pour vous ? Bon, c'est un sujet pour beaucoup d'hôteliers. Après, mesurer la fréquentation d'Airbnb, c'est toujours très compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de locations qui se font. C'est un marché qui existe, mais qui doit être un peu régulé, je pense. Très bien. Patrick Davé, on va passer à vous. Vous êtes le maire de La Teste. Vous êtes aussi vice-président au CIBA et d'ailleurs chargé du tourisme. Vous êtes le maire de La Teste. La commune de La Teste, c'est Pilat. Hein. Voilà, c'est la dune du Pilat. Est-ce que ça vous pose pas de problème si on dit, voilà, on va plus parler de la dune, mais non, ça, c'est pas la peine. Il y a 2 millions de personnes qui viennent, on n'en veut pas plus. Écoutez, d'abord, je voudrais quand même souligner, tout à l'heure, je vous ai trouvé très, très sévère. Je me suis demandé si vous n'avez pas une déception sur le bassin un jour. Parce que quand même, vous nous avez mis. On m'a assigné le mauvais rôle. Donc, sinon, si vous voulez, c'est pas drôle. Si on est là pour dire tout va bien, surtout. Je me suis dit, quand il était jeune, il a une déception sentimentale sur le bassin. Ah, pas du tout. D'ailleurs, je suis très fidèle au bassin. Il en veut au bassin. Non, il est là pour montrer la marge de progression. Bon, pour revenir sur la dune, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est plus la peine de vanter la dune, puisque nous avons 2 millions de visiteurs. Enfin, on dit 2 millions, mais on ne maîtrise pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne passe pas par l'entrée principale. Les gens, vous le savez, ça nous a créé un terrible problème de stationnement, donc de dangerosité. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, et évidemment que je m'associe totalement avec Yves Foulon, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous ayons, quand on parle de tourisme qualitatif, c'est dire aux gens, ne venez pas que pour un jour, il n'y a pas de réel intérêt, c'est passer un petit peu plus de temps sur le bassin, parce que nous avons d'autres choses à vous vendre, y compris tout au long de l'année. Vous savez qu'on a une des plus grandes forêts de la région, et la forêt à pied, à vélo, à cheval, pourquoi pas, c'est ce sur lequel je suis en train aujourd'hui de travailler avec les gens de la forêt. Donc c'est ça que nous voulons dire aux gens, c'est que vous pouvez venir, c'est la réflexion sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. Oui, vous restructurez votre office de tourisme, alors c'est vers ça que vous allez aller. Mais bien sûr. En tout cas, ce que vous allez essayer de vendre à ceux qui viennent. C'est dire aux gens, ne passez pas qu'une seule journée, d'abord vous allez vous embêter dans les embouteillages à l'aller, au retour, vous allez des difficultés pour stationner, venez plusieurs jours, donc ça veut dire même qu'il peut, à la limite, c'est peut-être venir même sans la voiture, venir en train, et il y a des déplacements sur place et qu'ils peuvent utiliser, le vélo, on est en train de mettre tout seul en place, mais pour cela, venez plusieurs jours. C'est exactement cela. Et à partir de là, oui, on a un tourisme beaucoup plus qualitatif par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce que les 2 millions, ils sont sur un trimestre. Les 2 millions de visiteurs, vous le savez comme moi, nous avons parfois le dernier tronçon de route qui fait 4 km précisément, que je connais bien, qui est sur la Teste, il peut mettre 1h30 pour atteindre la dune et pour arriver là-bas en leur disant « Ah ben le parking est complet, donc il se gare dans la forêt ». C'est tout cela que nous devons aujourd'hui enrayer. C'est pas empêcher les gens de venir, mais c'est leur dire « Venez différemment, venez un petit peu plus longtemps, on a des choses à vous proposer ». L'UBA vient de le dire à l'instant. Patrick, vous avez gardé le micro, juste une question, puis on ira chercher la représentation des restaurateurs, parce qu'il y en a un qui pèse quelques restaurants importants, une dizaine sur le bassin. On en parlait tout à l'heure, puis je vais revenir vers vous, M. Delpaux. C'est le rôle de l'élu. J'en parlais avec Yves Foulon. Vous, maire de La Teste, aujourd'hui, les investisseurs, ils sont là, vous allez les chercher pour répondre à cette offre dite insuffisante. Est-ce que vous faites partie de ces élus qui disent oui, il faut que j'accueille de nouveaux hôtels, de nouveaux campings, de meilleure qualité? Quel rôle joue l'élu dans cette action? Est-ce que vous pensez qu'un élu va s'opposer à ce que... Est-ce qu'ils viennent à développer l'économie? Oui.
Oui, il y a une volonté parce que justement, aujourd'hui, nous sommes en train de donner cette image de tourisme de qualité. Donc, nous avons aujourd'hui, nous sommes sollicités par des gens qui veulent monter des installations de qualité, bien évidemment. Mais après, il y a ce qui existe et ce sur lequel nous nous battons depuis des années, c'est cette qualité de vie que nous avons ici. Parce que le tourisme, il s'est créé parce que nous avons tout ce qu'il faut pour qu'il y ait du tourisme. Sans quoi il ne se créerait pas. Nous avons la dune, le bassin, et sans parler du lac de Cazaux, l'océan. Nous avons tout ce qu'il faut pour créer du tourisme. C'est pour ça que nous l'avons, ce tourisme. Alors tout, c'est pas ce qu'on a compris tout à l'heure, mais on va revenir vers notre expert. Une question de professionnel, j'ai envie de dire, pour vous, est-ce qu'il y a encore de la place et combien, à votre avis, pour accueillir d'hôtels de votre catégorie, voire plus, sur ce bassin d'Arcachon, pour relancer la question posée par notre expert? Aujourd'hui, vous dites oui, venez, il y a encore de la place? Si j'ai bien retenu les chiffres, c'est 8%. Donc oui, il y a encore de la place. Combien, je ne saurais pas vous dire. Il est sûr que les offres qui doivent arriver doivent être des offres de qualité. Et il n'y a pas que la saison de juin, juillet, août à faire vivre. Donc il faut faire des établissements qui soient de taille normale, on va dire. Ok. Jean-François Tastet, on va préparer un micro pour Jean-François Tastet. Une question, Bruno. Non, juste Didier Weiss, un petit mot pour complémentaire sur ceux qui frekwentent les navettes de l'UBA. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de gens à la journée, justement, puisque Patrick Davet évoquait ça, quel est le profil un peu de ces personnes? Alors, pour avoir beaucoup fréquenté les clients cet été dans les files d'attente, parce qu'on a mis en place cet été des systèmes pour accueillir les clients, leur expliquer. Tout à l'heure, j'étais très attentif sur le sujet de la qualité. Faire de la qualité face à un tourisme important, on ne va pas employer le mot de masse, c'est la chose la plus compliquée qui existe. Énormément de gens sont à la journée. Ce sont des gens qui viennent d'un peu partout. Ce n'est pas uniquement des résidents. Les résidents sont malins, enfin du moins les gens qui résident sur le bassin se renseignent. Pour la semaine, ils savent que les jours les moins forts, c'est samedi, dimanche, lundi, qu'à partir de mardi, mercredi, jeudi, c'est terrible, et le vendredi, c'est vraiment la très bonne journée. Donc on a énormément de personnes qui viennent uniquement à la journée, ça c'est clair. Alors, on va en parler aussi avec Jean-François Tastet. Mettez-vous debout, Monsieur Tastet. Je vais préciser, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, c'est 14 établissements en Gironde, dont 10 restaurants sur le seul bassin d'Arcachon. Donc, c'est dire que vous pouvez parler au nom des restaurateurs, vous les avez même représentés à une époque. Quand vous entendez parler, vous, de tourisme 12 mois sur 12, déjà, précisez-nous par rapport à ces 10 restaurants du bassin, lesquels sont ouverts toute l'année et lequel est fermé ou lesquels sont fermés une partie de l'année? Alors déjà, je vais revenir sur l'introduction de votre débat. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vais revenir sur l'introduction et le terme surtourisme. Alors j'ai l'impression qu'ici, on se flagelle parce qu'on gère l'opulence. Alors personnellement, je préfère gérer l'opulence que la crise. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Donc, et je répondrai dans la même phrase à M. Arinaud, c'est que s'il y a ce surtourisme l'été, c'est que fatalement, il y a de la qualité. Sinon, les gens ne viendraient pas. Ensuite, pour revenir à votre question... Vous aurez le droit de répondre, M. Arinaud, évidemment. Pour revenir à votre question, mais les clients ont répondu avant, donc voilà. Donc, pour revenir à votre question, évidemment, qu'on souhaite tous, ceux qui sont installés là, un tourisme à l'année. C'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas. Je ne suis pas un saisonnier de nature. La preuve, c'est que sur 10 restaurants sur le bassin, j'en ai 8 ouverts à l'année, il n'y en a que 2 de fermés, et encore parce que les autres, il y a des voisins qui sont ouverts, des restaurants à moi. Voilà. Donc, évidemment, alors je rebondirai en revanche, pas sur le qualitatif du bassin d'Arcachon, parce que je pense qu'on a déjà des établissements de qualité et que les gens font beaucoup d'efforts depuis quelques années. J'en veux pour preuve, moi je me suis installé pour le premier établissement au Ferré en 2006. Et depuis, le paysage a complètement changé de l'offre touristique. Alors, c'est pas l'offre qui manque, à mon avis, c'est la durée de l'offre. Voyez. Donc, je pense qu'on est tous responsables de ça. Et il faudrait que les infrastructures différentes, que ce soit des hôtels, des restaurants, des boutiques, enfin, ça commence à se faire, mais pas assez, à mon avis. Il faudrait ouvrir davantage. Si vous n'avez pas d'offre, là je rejoins M. Arinaud, si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de tourisme. Donc fatalement, pour moi, ce n'est pas la qualité qui manque. On peut faire mieux, évidemment, mais il faut ouvrir davantage. Et je me fais le héros auprès de tous les commerçants du bassin. C'est mon cheval de bataille depuis que je suis installé là.
d'ouvrir pour... Il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas attendre les clients pour ouvrir, parce qu'ils ne viendront pas. Il faut d'abord ouvrir et ensuite ils viendront. Il faut que tout le monde joue groupé, en fait, que tout Bien le sûr. monde aille dans le même sens. Ouais. Allez, une réponse tout de suite parce que vous avez été cité. Et qu'est-ce que vous répondez justement à cette multiplicité de l'offre, c'est-à-dire la complémentarité, pas que l'hôtel, pas que le restaurant, mais aussi, je sais pas moi, le salon d'esthétique, la librairie. En gros, j'ai besoin de l'ensemble quand je suis touriste. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est l'offre qui crée la demande. Puisque lorsque le Talazur investit 20 millions, cette clientèle ne serait pas venue puisqu'il n'y avait pas d'offre. Donc ça montre que par l'investissement, par les retombées économiques, par l'emploi qui est créé aussi, c'est l'offre qui crée la demande. Sinon, s'il n'y avait pas d'offre du Talazur, il ne pourrait pas aller au Talazur. Donc de la même façon, si M. Tastet n'avait pas investi sur des restaurants, si ces restaurants n'étaient pas ouverts, les gens ne pourraient pas aller dans ces établissements. Ou Michel, que je vois là aussi, qui travaille. Alors bien évidemment, il y a des très bons professionnels, des très grands professionnels, mais là, on est là pour faire un constat qui est un constat global. Et dans le constat global, quand on prend chacun des segments de l'hébergement, il y a des trous dans la raquette. C'est tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'il manque des campings de qualité, il manque des campings et de l'hébergement en écotourisme, des hébergements atypiques. Il manque une offre qui est une offre pour les jeunes, par exemple, y compris qualitative, sur ces auberges de jeunesse nouvelle génération, comme on peut en avoir, par exemple, à Osgore. Il manque une partie de l'offre aussi en matière culturelle sur une partie du bassin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas seulement le constat. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la marge de progression. Et la marge de progression, elle passe par la venue de nouveaux investisseurs et par encore plus de professionnalisation. Et pour qu'il y ait cette professionnalisation, parce que c'est un sujet fondamental, créer de l'offre, on peut le faire. Avoir de la demande, on voit bien que le potentiel du bassin, et puis on n'y est pas pour grand-chose, ce patrimoine extraordinaire qui est le patrimoine naturel, qui nous entoure. Ouais. En revanche, il y a un vrai sujet. C'est en cela que avoir un tourisme à l'année est fondamental. Quand on voit les difficultés dans ce secteur à trouver du personnel, et notamment du personnel saisonnier, et donc des logements pour les saisonniers, la meilleure façon de ne pas avoir besoin de logements pour des saisonniers, c'est d'avoir du personnel à l'année qui habite sur place. Parce que dans ces métiers, sinon, demain, nous ne retrouverons plus grand monde. Et si on veut que ces établissements puissent être ouverts, il faut qu'il puisse y avoir d'abord une activité à l'année pour que aussi les restaurateurs, les hôteliers puissent mieux payer leur personnel, et ils ne peuvent donner que ce qu'ils génèrent. Donc par conséquent, on voit bien que c'est tout un écosystème vertueux, et en cela, la qualité, c'est ce qui permet de sauver les destinations. Dernier mot, n'oublions pas que nous avons bénéficié d'un airbag extraordinaire. L'an dernier, 94% des Français partant en vacances étaient restés dans l'Hexagone, seulement 6% étaient partis à l'étranger. Cette année, ils étaient 15%. Et certains l'ont ressenti, les 15%, la différence entre 6 et 15. Croyez-moi, lorsque les frontières vont être ouvertes, là, il va y avoir une concurrence. Et dans les autres pays, ils n'ont pas eu ni l'airbag social, ni toutes les aides qu'on a pu avoir dans notre pays. Ces gens ont faim, ils ont envie de travailler, ils proposeront du bon rapport qualité-prix. C'est en cela qu'on est dans une concurrence qui est aussi une concurrence internationale, même s'il y a un marché domestique et de proximité extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'il faut rendre les entreprises touristiques plus compétitives. Allez, on a beaucoup d'autres personnes à faire parler. Michel Colmenero. Alors, il a été cité, il est là, il va avoir un micro. Vous avez également plusieurs établissements sur Arcachon et ailleurs, à Biganos, je crois aussi. Voilà, en fait, simplement avoir votre regard sur ce qui vient d'être dit, la même manière que Jean-François Tastet. Voilà, parlez bien dans le micro. Je confirme bien ce qu'a dit M. Tastet sur la fréquentation. Et c'est vrai qu'on fait des efforts, nous, on est ouvert toute l'année sur nos restaurants sur Arcachon, on l'atteste aussi. Et vous y arrivez? Alors, sur quelques points, c'est plus compliqué parce que sur le Moulot, par exemple, ou en plein mois de novembre, quand on est ouvert, on a un peu de difficulté à faire venir la clientèle, mais on est présent et, depuis 15 ans et on a quand même un fonds de roulement qui nous permet de travailler aussi toute l'année. J'ai vu M. Tastet réagir. Je voudrais juste qu'il prenne la parole sur le personnel parce qu'il y avait une volonté de M. Foulon. On l'a bien compris, on la comprend économiquement, qui est soulignée par l'expert, c'est dire gardons les gens à l'année dans les entreprises, ils vivront sur place et vous aurez moins de problèmes de personnel. Je voyais réagir, mais je ne sais pas si c'est à ça que vous réagissez. Alors, je réagissais à ça, bien sûr, puisque Yves Foulon l'avait abordé tout à l'heure. Il est évident que plus on sera ouvert à l'année, plus les commerçants seront ouverts à l'année, moins on aura des difficultés à recruter les saisonniers puisqu'ils ne seront plus saisonniers, ça c'est clair. Mais en revanche, j'ai réagi sur les salaires. Ça, je ne peux pas laisser dire ça. Il ne faut pas écouter Mme Borne, qui est pourtant ministre du Travail. Elle parle de la grille du SMIC hôtelier qui est à 1 580 € net
Moi, personnellement, j'ai 630 salariés, j'en ai pas un qui est payé à ce tarif-là. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont payés au-dessus, hein, c'est pour préciser. Oui, c'est tout. On est bien d'accord. Donc ça, ce SMIC hôtelier, il existe, il n'est pas utilisé, à part peut-être dans les grandes chaînes, hein. Je ne vais pas citer le nom, mais dans l'hôtellerie indépendante, dans la restauration indépendante, il n'est pas utilisé. Donc il faut éviter que les médias répercutent ça, parce que c'est un mensonge. Moi, je vous le dis devant la caméra. Vous l'avez dit, Michel Colméro, peut-être sur le personnel, puisque c'est une question importante. Effectivement. On va vous remettre debout, rapidement. désolé. La grille des salaires, oui, effectivement, on est tous au-dessus de ce que par rapport au SMIC hôtelier. Ouais. Okay. Pareil, j'ai pas un employé qui touche moins de 7 700, 1 800 euros. Voilà. Merci de ces témoignages. On a Céline Lamarque, conciergerie CL. Elle est sur le Cap Ferré. J'aimerais bien qu'on ait un regard justement sur cette volonté du 12 mois sur 12. On a entendu parler d'un très fort pourcentage de meublés. J'ai envie de dire ça vous sert, puisque vous faites de la conciergerie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réalité ou de la science-fiction de vouloir faire du tourisme 12 mois sur 12 sur le Ferré ? Alors ça pourrait être une réalité. Alors allez-y, parce que le conditionnel pèse lourd. Mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, je pense, pour que ça puisse arriver un jour. Alors, citez-les. Je ne vais pas forcément pouvoir tous les citer maintenant. Les 3 éléments. Quelques-uns. On va essayer d'être constructif. Effectivement, peut-être prendre bien en compte les cibles clientèle qui sont très différentes, haute saison et basse saison. Ça, c'est des éléments très importants. De chercher également ce que l'on peut proposer dans le cadre d'écotourisme, pourquoi pas, puisqu'effectivement, on oublie un petit peu de parler d'où on est et ce qu'on peut proposer. Ça reste la campagne, quoi qu'on en dise. Et donc, c'est vrai qu'au niveau culturel, il y a peut-être pas mal de choses à amener, effectivement. Et puis, pour rejoindre un peu ce que disaient les professionnels avec moi, ces problèmes de recrutement qui sont très, très forts, et pas forcément que pour des aspects financiers ou autres. Mais on a traversé tous quelque chose qui est le Covid et qui effectivement a laissé pas mal de gens à la maison. Et il y en a pas mal qui ont du mal à revenir sur le marché du travail avec le goût du bien faire. Donc peut-être de mettre pas mal de choses en place à ce niveau-là pour essayer de redonner le goût du travail et de trouver un petit peu plus facilement des gens qui ont envie de bien faire et d'apporter un service de qualité avec nous sur le terrain au quotidien. Et pourquoi pas à l'année, ce serait formidable. Allez, une dernière question pour vous. Quand Yves Foulon, tout à l'heure, parlait de cette volonté de l'offre, soulignée aussi par l'expert, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, qu'on fait de la conciergerie, les gens sont en manque, ou est-ce que vous ne le sentez pas, d'activités au Ferré en dehors des grands mois d'été ? Alors, sur l'activité, nous, on n'a pas vraiment de problème en haute saison. Non, je parlais en dehors de la haute saison. Et en dehors, en général, les gens viennent pour quelque chose de bien précis. Il y a beaucoup d'événements, alors que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Donc souvent, ils viennent pour quelque chose de déjà organisé. Faut aussi prendre en compte le fait que malheureusement, les gens ne sont pas tout le temps en vacances. On aimerait bien tous dans le secteur du tourisme. Mais c'est vrai qu'à part les vacances scolaires, vraiment, tout ce qui est en dehors des vacances scolaires, très concrètement, les gens viennent parce qu'il y a un mariage, parce qu'il y a un séminaire, il y a quelque chose d'organisé au préalable. Mais on n'est pas capable, je pense, hors saison pour l'instant, de leur proposer quelque chose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses chez nous, notamment sur la presqu'île du Cap Ferré. Là, il y avait encore des courses de running, du roller, plein de choses comme ça sur nos magnifiques pistes cyclables. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà au mois de décembre, de novembre, pour rejoindre ce que disaient mes confrères. Merci Céline Lamarque. On va rester sur le Cap Ferré, c'est important. Je pense qu'on est aussi un représentant d'une association de résidents, de gens qui vivent ici. Alors, je vais vous donner la parole rapidement, José Maria de Heredia. Vous représentez l'association Cœur de Ferré. Vous êtes donc au Cap Ferré. Qu'est-ce que vous avez à dire, effectivement, vous, en tant qu'habitant, résident, associatif, aux élus, voilà, ceux qui décident, et nous expliquer ce qu'on pourrait faire, sans trop lire, s'il vous plaît. Dites-nous en quelques mots, voilà. Non, face à ce surtourisme qui a été constaté... Près du micro, s'il vous plaît. Face à ce surtourisme qui a été constaté particulièrement au Cap Ferré, en regardant les files au débarcadère et les difficultés de circulation, je pense que la question, c'est d'abord que voulez-vous faire, que voulons-nous faire du bassin d'ici 5, 10, 15 ans. C'est ce qui va conduire notre action. Et que voulons-nous faire à travers, je pense,
les particularités de la du bassin qui sont extrêmement écologiques, un environnement extrêmement restreint, etc. Et d'autres particularités telles que, par exemple, l'habitat qui est extrêmement composé de résidences secondaires. Je pense que ce qui compte, c'est ce qu'on veut laisser derrière nous une fois notre action réalisée. Je ne lis pas, mais j'ai besoin de quelques notes. Une question que je me pose, que nous nous posons par rapport au surtourisme, c'est doit-on, puisque, en fait, vous l'avez dit, on passe d'une politique de volume à, ce que j'espère, une stratégie qualitative pour le futur. Donc, ça veut dire changement de mentalité, ça veut dire évolution de nous tous. Mais une première question, c'est doit-on continuer à faire évoluer les infrastructures pour s'adapter au volume? Et là, je ne parle pas des infrastructures hôtelières, je voudrais être très précis, je pense plus aux routes, au transport, à tout ça. Ça, c'est une première question. On va la garder si vous voulez bien, M. Heredia, et on continuera tout à l'heure. L'autre chose aussi, on parle beaucoup, je veux rebondir sur l'étalement 12 mois sur 12. Allez-y. Si on tient compte de nos forces, c'est-à-dire de ces résidences secondaires qui sont la plupart du temps inoccupées, mais qui sont possédées par des gens à fort pouvoir d'achat, et si on tient compte du télétravail qui est devenu une réalité, je pense qu'une action pourrait être de faire venir davantage de ces propriétaires de résidences secondaires qui ont en plus la possibilité de travailler à distance vu leur niveau socioculturel. Et ces gens-là, s'ils restent au lieu de 2 jours, s'ils restent 4 jours, vendredi jusqu'à lundi, consomment et génèrent de l'activité touristique indirectement. Moi, je vais au restaurant, etc. Enfin, allez, dernière chose, je pense qu'il faut, par rapport je voudrais aborder le problème des nuisances. La qualité, on a mentionné qualité, mais qualité veut dire moins de nuisances. Il y a quelques exemples qui pourraient être, j'allais dire, exemplaires, je me répète, comme le bruit et les scooters des mers qui embêtent largement les touristes qui viennent, la majorité des touristes qui viennent, même si ça fait plaisir à ceux qui sont dessus. Et je pense que les politiques devraient définir, pour bâtir cette stratégie, des marqueurs forts qui seront réalisés d'ici 5-10 ans et qui permettront au cadre réglementaire, on a écouté notre député tout à l'heure, de préparer le cadre qui leur permettront à eux d'agir. Merci pour cette intervention. Je vous propose que peut-être qu'il faut noter les questions, on verra, on vous les reposera peut-être en conclusion. Peut-être une réponse quand même. Oui, je voulais juste peut-être dire à Yves Foulon que les marqueurs forts, ça fait plusieurs fois qu'on entend ce mot ou un autre. Vous avez dit tout à l'heure qu'on entendrait plus encore, on a bien compris où vous vouliez aller, c'est vachement important. Qu'est-ce qu'on pourra dire sur les marqueurs tout à l'heure, enfin qu'on prépare ça, qu'on puisse se dire avant de se quitter de ce débat, ça va être quoi les marqueurs forts à 5 ans et peut-être tout de suite nous dire, est-ce que c'est déjà ce qui est dans la stratégie? Parce que le monsieur a employé ce mot. On est bien d'accord qu'il y a une stratégie aujourd'hui. Oui, on n'est pas en réflexion de stratégie. Il est allé au-delà de l'activité purement tourisme. Oui, il y a des choses, voilà. Monsieur, il y a plein d'autres sujets. Nous, au sud, bassin, parce que le bassin, il y a aussi nord et sud quand même. Oui. On fait un tout parce qu'on a le plan d'eau. Tout le monde. Voilà, on fait un tout parce qu'on a le plan d'eau en commun, mais il y a des orientations géographiques différentes, des infrastructures différentes. Au sud bassin, par exemple, on a le train. Bon, c'est très important pour le tourisme, le train. Et notamment avec la LGV en 2017, où on met maintenant 2h35 Arcachon-Paris tous les jours, toute l'année. Donc au ferré, il n'y a pas ça, il n'y a pas le train. Donc au ferré, on est encore sur une dimension voiture-vélo. Voilà, voiture-vélo. Et quand on vient au ferré depuis Bordeaux, c'est l'aéroport et l'aéroport n'irrigue pas vis-à-vis du ferré avec un système de transport qualitatif, parce que là, on n'est pas dans le quantitatif, on est dans le qualitatif. Et entre Bordeaux et le ferré, on met 2h30 en voiture. Donc il faut traiter ces deux sujets et qui intéressent à la fois les touristes et la population. Parce que quand on est dans un bouchon, que l'on soit touriste pour aller regagner son hôtel qu'on a loué, sa chambre, ou qu'on soit riverain et après avoir fait des courses à Bordeaux venir, on est dans le même bouchon. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut traiter dans le délai le plus court, parce que notre cadre de vie
Patrick Davé le disait tout à l'heure, tout le monde le sait. Il est attractif, il est beau, il est élégant, et la France entière le sait, et même les Européens le savent. Le bassin d'Arcachon a une dimension maintenant nationale et européenne connue et reconnue de tous. On est la première destination, une enquête vient de le démontrer, où les touristes veulent venir. Bon, c'est une évidence. On a des infrastructures de qualité qu'il faut améliorer, toujours au sud, mais beaucoup au nord. Et après, c'est éternel problème de l'offre. Voilà, il faut qu'on fasse des offres 12 mois sur 12 sur la totalité des communes du bassin d'Arcachon. Alors justement, on va en parler puisqu'on va accueillir. Merci messieurs. Oui, juste tu voulais garder une question petite chose, parce que j'ai une question d'un auditeur. Alors, c'est pour vous, Patrick Davé. Les premiers chiffres sur la navette mise en place cet été pour aller à la Dune. La navette qui allait du Parc des Expos. Excellent. Quand on part de zéro, ils sont excellents. D'accord. Donc c'est le cas. Oui, ça a été évidemment, ça a bien fonctionné, c'est monté crescendo, mais ça a été très apprécié. Donc vous allez renouveler, bien sûr. Nous allons discuter avec le sous-préfet, ça va être renouvelé parce que d'abord ceux qui l'ont prise, cette navette, ils ont mis précisément 20 minutes où les autres en mettaient 45 ou 50 minutes. Parfait. Donc c'est une réussite. Merci. Allez, merci. Didier Arinaud, pendant qu'on fait le changement de plateau, je vais citer les gens qu'on attend et on va remettre des femmes sur ce plateau. Je l'avais promis. Delphine Poncelin, Frédéric Dugénie et Grégory de Serrez. Juste une question par rapport aux marqueurs sur la stratégie. Est-ce que c'est important, je ne parle pas du bassin d'Arcachon, en général, dans une stratégie de tourisme, de définir 2-3 priorités? Est-ce que c'est la marche à suivre? Oui, c'est la marche à suivre. Et pourquoi la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les gens viennent ici? C'est qu'il y a un tourisme qui est un tourisme doux. Donc de tourisme doux à tourisme durable, il n'y a qu'un pas. Ils viennent aussi ici parce qu'ils vivent des moments simples et de qualité, avec une vraie qualité d'accueil. C'est-à-dire ça, c'est un point qui est un point clé, et ça ressort dans toutes les enquêtes. Et puis, derrière, ça correspond à l'image que ces clientèles se font des vacances. Et notamment le lien avec le territoire, avec le terroir, avec les ostréiculteurs, avec cette dimension qui pourrait peut-être encore plus être accentuée. Et puis une grande chance aussi pour le territoire, c'est d'avoir des villes avec des vrais habitants. Les touristes, ils ne veulent pas se retrouver entre touristes. Quand on va au marché de la Teste, quand on va au port de la Hume, quand on va à Gujan, quand on va en Andernos, on a des vrais habitants. Et on a des vrais habitants qui vivent là. Et donc c'est aussi cet esprit que les gens retrouvent. Et ça laisse de belles opportunités pour commercialiser l'arrière-saison. Alors peut-être des opportunités pour le tourisme d'affaires, c'est le sujet qu'on aborde maintenant, Bruno. Oui, merci à tous les trois d'être là. D'abord, on va commencer par vous, Frédéric Dugénie, Arcachon à expansion, le Palais des Congrès notamment. Alors vous aviez, en 2019, je crois, vous vouliez lancer Arcachon Destination d'affaires, en fait jouer groupé finalement sur cette question du tourisme d'affaires. Et puis tout a été stoppé par la pandémie. Où vous en êtes aujourd'hui? Quelles sont vos ambitions? Est-ce que pour vous, c'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller? Je pense que c'est ensemble qu'on peut gagner et pas autrement. Donc déjà, le Palais des Congrès, c'est des salles de capacité de 500 personnes. Donc c'est une structure importante que l'on peut démultiplier puisqu'on a l'avantage de pouvoir se servir également de l'Olympia et pourquoi pas du tir au vol. Donc ça nous laisse un panel quand même important de clients potentiels. C'est aussi 190 événements par an en moyenne et 14 000 congressistes. Donc ça demande beaucoup d'exigences avec des segments de clientèle complètement différents. Et ça, on ne peut y arriver que si on y est tous ensemble et si on a des partenaires autour de nous pour avancer. C'est sûr que, première étape, déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, y compris sur le 12 mois sur 12, le bassin d'Arcachon est connu pour pour être une destination balnéaire et pas du tout une destination d'affaires. Donc on a un gros effort collectif et là, c'est tous ensemble, encore une fois, qu'on peut avancer, d'autant que maintenant, on répond beaucoup plus à toutes les attentes des clientèles qui sont besoin d'espace, besoin d'environnement, de faire des choses autrement, etc. Ensuite, deuxième point, c'est vrai que on s'en rend compte, souvent on est des loueurs d'espace et on ne peut pas aller guère plus loin. Je pense qu'on a, et le Covid nous l'a apporté, un besoin d'être encore plus concurrentiel. Donc on n'a pas des grosses structures qui sont celles généralement de villes moyennes ou plus grandes. On n'a pas forcément envie de l'être. Ce qui fait notre force, c'est d'avoir des équipements qui sont dans des espaces privilégiés et qui permettent de justement se différencier et de répondre autrement. Et là, je pense qu'on a fort à faire tous ensemble également, à travailler autour de ce qui fait la force du bassin, c'est-à-dire donc l'environnement, le bord de mer, l'authenticité, et arriver à nous obliger à répondre sur des micro-segments avec de l'offre personnalisée qui va nous différencier de villes comme Bordeaux, Biarritz ou autres.
Juste pour avoir une idée, un congrès, ça apporte quoi au commerce local, à l'économie locale? Alors, ça dépend des congrès. On n'a pas, nous, on a des recettes à hauteur d'1,5 million à peu près, et on dit que c'est 10 fois plus. Je ne sais pas si Didier peut abonder dans ce sens. Ça dépend de quel type de congrès, sur quelle durée, etc. Et surtout la cible du congrès, entre les labos, les scientifiques, etc. Mais c'est souvent de ce degré-là. Nous, on a des congrès en moyenne de 350-400 personnes. On est monté jusqu'à 900, ce qui est assez important, bien évidemment. On va le vérifier tout de suite. 1 euro dans le congrès, 10 euros dans la vie locale. Oui, ça dépend des types de congrès, comme ça a été très justement dit. Il y a une vraie opportunité sur le tourisme de ce qu'on appelle le MAI, c'est-à-dire les rencontres professionnelles, les congrès, mais aussi l'incentive. On le voit avec cette période de Covid, se retrouver dans une centre de congrès à côté d'un aéroport, dans un endroit complètement anonyme, aujourd'hui, c'est ceux qui souffrent, et notamment les grandes métropoles qui ont investi considérablement. En revanche, ça remet sur le devant de la scène des destinations dans lesquelles les gens vivent une véritable expérience. Et là, il y a une unité de lieu extraordinaire. 3 heures de Paris en TGV est une unité de lieu, le centre de congrès, les hébergements. Rappelons que 2/3 des lits hôteliers sont sur 2 communes, Arcachon et La Teste, sur le bassin. Donc, et puis ensuite, des expériences fabuleuses pour les clientèles. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le congrès, c'est que ce sont des retombées économiques, bien évidemment pour les restaurateurs, bien évidemment pour les bateliers d'Arcachon, bien évidemment aussi pour tous les prestataires d'activité. Pour les gens événementiels qu'on va recevoir. C'est un clin d'œil à notre invité. Delphine Poncelin, alors vous allez faire rêver tout le monde dans cette salle, puisqu'on a préparé cet entretien, on s'est appelé. Vous représentez le domaine du ferré, vous êtes la responsable séminaire et groupe. Vous allez faire rêver les gens parce que vous m'avez carrément dit, moi j'ai que de l'appel entrant et ça tourne, entre guillemets, tout seul, je remplis. Alors ça va faire quand même un peu tilter les gens et ça peut-être montrer à notre expert qu'il y a encore de l'espoir sur ce bassin, je plaisante. Expliquez-moi d'où vient cette demande et qui sont vos clients types de séminaires toute l'année, j'insiste. Alors, toute l'année, en fait, on va avoir vraiment de partout. On va avoir de Paris, on va avoir de Lyon, on va avoir de Bordeaux, de partout. Et en moyenne, je reçois à peu près entre 3 à 10 demandes par jour. Donc effectivement, je n'ai pas besoin d'aller la chercher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on disait que cette offre était insuffisante. On vient de parler évidemment de l'expérience, c'est les mots de l'expert, puis on est tous consommateurs, on cherche ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quelquefois, vous dites quand même ça me manque d'expérience, je ne sais pas quoi leur faire faire, ou est-ce que vous n'avez pas de souci de l'offre ? Non, en général, j'arrive toujours à leur trouver, vraiment vivre, parce que nous, on est basé au Cap-Ferret, et vraiment à leur faire vivre ce qui se passe sur le bassin. Donc effectivement, au niveau du domaine du Ferret, déjà, on a cette ambiance ferré-capienne qui fait vendre, qui donne vraiment envie. On a aussi une thalasso qui donne aussi envie. Oui, donc ça, c'est un point commun que vous avez notre invité tout à l'heure. Il y a un complément d'offre. Oui. Voilà. Et après, on a tous nos partenaires, comme ici Greg, pour faire découvrir vraiment, faire vivre l'expérience bassin, en fait. Alors, ça, Greg, il a été cité. On va lui poser une question, Bruno, parce qu'on en parle depuis 2 fois. C'est pour vous. Grégory Destrez, je prononce bien, c'est ça. Vous, c'est l'agence événementielle Nautic Events Organisation. Tout à fait. Vous êtes sur le marché depuis 2008, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. La société a été créée depuis 2006 et on a évolué si on met de côté le Covid, comment vous voyez évoluer ce marché, puisque vous le connaissez bien ? Déjà, ce que je constate, c'est que là, le sujet est de parler du tourisme d'affaires à l'année, puisque c'est ça aussi l'importance, c'est d'aller créer un lien entre cette période forte qui est avril, mai, juin, un petit peu mars, septembre, octobre, novembre, mais d'aller chercher encore un peu plus loin. Et là, je rejoins ce qu'on a effectué comme travail justement pour essayer de regrouper différents prestataires, différents acteurs du tourisme d'affaires sur le bassin, sur le tour bassin, on est d'accord. Comment je l'analyse, c'est qu'en fait, on voit, là, justement, j'en parlais tout à l'heure, une reprise donc après Covid qui est très très marquée, surtout sur ces mois de septembre, octobre, novembre, vraiment très marquée. Nous, on a encore beaucoup de demandes pour novembre, décembre à venir, et même des demandes pour 2022. Donc effectivement, il y a des solutions à trouver à ce niveau-là, et je pense que les solutions, elles ne passent que par justement un regroupement et proposer des offres qui soient des offres adaptées à la périodicité. On le voit, on le constate à la montagne, par exemple, où ils ont su s'adapter, faute de neige à certains endroits, en proposant des activités estivales, et ils se sont regroupés, et je pense que c'est là l'intérêt pour pouvoir attirer ce clientèle qui est là, qui demande justement à venir. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, on est à 2h30 donc de Paris maintenant en TGV. Beaucoup de sociétés parisiennes aimeraient venir sur le bassin créer leur séminaire. Vous sentez l'effet TGV Oui, il a été marqué, il a été flagrant. De toute façon, il y a surtout cet
l'effet de progression dans le tourisme d'affaires depuis 2015. Ça a été exponentiel. Et on sait aussi que le tourisme d'affaires apporte en même temps une complicité entre chacun des acteurs. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le restaurateur, l'hôtelier, le palais des congrès, etc., etc. Ça, c'est important. Il y a aussi une autre phase qui est importante pour moi. C'est-à-dire que ces séminaires qui viennent sur le bassin, là, on avait 90 personnes actuellement, là, aujourd'hui, là, ce soir, ces gens-là découvrent le bassin et reviennent en tant qu'individuels aussi derrière. Donc en fait, il y a une liaison globale entre les acteurs, ceux qui participent au séminaire et en même temps sur une clientèle individuelle. Donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir une réflexion à faire sur l'offre qu'on peut apporter donc, dans ces périodes rallongées, on va dire, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février, et elle ne passe que par justement un regroupement, des discussions et des réflexions. Question très pratique, pourquoi ce regroupement que vous appelez de vos voeux, il n'a pas eu lieu encore? Qu'est-ce qui bloque? Ça s'est arrêté avec le Covid, déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, on a quand même bien avancé au niveau du travail, on a participé à certains salons avec des acteurs aussi au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration et d'autres activités, et je pense qu'il y a eu un essor, et il y a eu quelque chose qui a été intéressant, qui a été mis en place. Après, ça s'est arrêté malheureusement avec cette périodicité la sanitaire, mais j'espère et je souhaite que ça reprenne dans ce sens-là. Oui. Frédéric Dugénie. Oui, non, c'était juste pour rebondir parce qu'effectivement, le Covid a aussi changé la demande. C'est qu'avant, on avait traditionnellement, enfin, je parle pour le Palais, l'habitude de travailler ensemble. On avait un client qui arrivait, on lui organisait son congrès et puis point barre. Là, en fait, le besoin est complètement différent. Les gens ont besoin d'autre chose. Les gens ont besoin de bien-être. Les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse du cocooning. Ça veut dire que ça nous oblige tous à aller chercher vraiment des niches de prestataires, de clients et être en capacité de répondre pour une seule et même enseigne qui pourrait réserver, par exemple, le Palais des Congrès, à plusieurs offres qui seraient, par exemple, comment on fait de la relaxation, du yoga dans une des salles, comment d'autres vont partir en bateau, comment on se sert du bassin pour justement faire des salles d'atelier, des nouvelles expériences, etc. Donc, automatiquement, on a besoin de beaucoup plus de prestataires. On a fait effectivement une réunion il y a 15 jours. À l'échelle d'Arcachon, on était 80 présents sur une centaine d'invités que à l'échelle d'Arcachon. Et je pense qu'on a beaucoup plus à creuser, justement, pour être beaucoup plus complémentaires dans l'avenir. Et le ensemble, je pense qu'il est parfait parce que la demande, elle vient naturellement, comme on l'a évoqué. Bon, alors, on retournera vers Didier Arinaud tout à l'heure qui nous disait qu'on manquait d'offres, parce que pour l'instant, on ne l'entend pas, mais on va aller la chercher. Alors, on a une experte aussi qui est conseillère, conseil hôtellerie BHC, Alix Billot, qui doit être quelque part dans la salle. On va lui tendre un micro. Alix Billot, si vous voulez bien vous mettre debout. Vous êtes installée sur le bassin d'Arcachon. Vous êtes, entre guillemets, spécialiste de cette activité. Parlez près du micro. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui, Arcachon, puisqu'on entend que c'est une volonté de développement, a sa place, entre guillemets, si près de Bordeaux, pas loin du Pays Basque, pas trop loin de La Rochelle qu'on a cité tout à l'heure, est-ce qu'il y a, pour votre regard de spécialiste, un essor possible? Ou est-ce que ça va être très dur? Alors moi, je suis toute nouvelle sur le 6 mois, territoire. je crois. Un peu moins d'un an. Voilà. J'ai un ancien cœur d'hôtelière dans des groupes où effectivement le tourisme d'affaires, le maïs, comme on l'a cité, ça représentait souvent plus de 50% de notre clientèle. Donc c'est une cible que j'affectionne particulièrement. Oui, je pense définitivement que ce fabuleux territoire a un vrai potentiel. Arcachon et le bassin et ses villes environnantes. Et au-delà de votre conviction intime, pas objective, si vous êtes tombé amoureuse du secteur, c'est quoi professionnellement? Il y a aussi des éléments qui nous font croire. Alors, j'ai eu la chance et l'opportunité d'échanger avec des acteurs locaux à mon arrivée. Vous avez fait une enquête, je crois. Exactement, pour comprendre un peu les enjeux, les problématiques. On peut aussi se dire que les tendances post-Covid ont changé beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, et je rebondis sur les séjours incentives, les entreprises sont plus engagées dans le développement durable. On ne pense pas forcément à aller faire un séjour incentive à l'autre bout de la planète. Et finalement, ça, c'est une offre qui peut être complètement en cohérence avec ce que le bassin d'Arcachon a à offrir. Donc c'est vrai qu'on est tout à fait sur des prestations qu'on peut proposer. Je pense, avec mon petit recul, que effectivement, ce dont a besoin aussi, c'est un vrai accompagnement et une montée en professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme d'affaires, c'est quand même une cible qui est différente du grand public, qui n'a pas les mêmes attentes, qui n'a pas les mêmes exigences. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est fédérer les acteurs, être certain qu'ils s'investissent dans cette démarche et de se dire qu'on peut les accompagner pour leur faire mieux comprendre et analyser les demandes et offrir une vraie offre personnalisée. Allez, une dernière question. Bruno interviewe nos deux autres invités. Tout à l'heure, notre autre expert a dit qu'on avait un petit déficit, ou peut-être grand, j'en sais rien, d'offres. Attendez, c'est pour vous encore le micro, c'est la dernière question. Est-ce que vous pensez justement, puisque vous dites que il faut encore le développer, est-ce qu'on manque de structures hôtelières pour y aller plus loin?
Alors, c'est vrai que je rebondis sur effectivement l'argument qui est que le tourisme d'affaires, enfin la cible de tourisme d'affaires, elle va plus s'orienter vers une gamme d'hôtellerie qui est sur du 4 étoiles. Après, aujourd'hui, on a quand même une gamme de 3 étoiles qui peut être de très bonne qualité en accompagnant les professionnels. Effectivement, ça pourrait être un besoin à définir, mais peut-être aussi d'aider à la formation des acteurs locaux existants. Merci Alix Billot, donc tombée amoureuse du bassin d'Arcachon, ça donne ce que vous disiez tout à l'heure, les gens s'installent. Ouais, et tout le monde a l'air d'être d'accord et de tenir à peu près le même discours. Alors, 2 témoignages rapidement. D'abord, Sylvain Michel, Arca Berlin, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Bonsoir. Voilà, vous allez nous le dire, mais transport, balade, dans des véhicules plutôt haut de gamme. Et alors, pourquoi vous avez fait le choix de vous positionner sur ce créneau, qui est un créneau un peu particulier? Alors c'est tout simplement dans le cadre d'une reconversion professionnelle il y a 7 ans maintenant. J'ai lancé cette activité qui est sous le registre des VTC. Et donc je suis dans le transport de personnes, on va dire un peu haut de gamme, volontairement au départ, mais qui s'est foncièrement développé avec les différents acteurs locaux. Il y avait une volonté de se tourner vers le particulier, mais il y avait également, et c'est venu naturellement, de se tourner vers la clientèle de séminaires. Donc je suis partenaire du Palais des Congrès depuis près de 5 ans maintenant, et aussi de du club hôtelier, mais de différents hôtels. Voilà. Donc c'est venu naturellement, et on essaye d'apporter du service sur la route. Alors on sait que c'est pas toujours évident. On s'y attelle, et je pourrais moi juste être l'écho d'une clientèle qui est effectivement demandeuse peut-être d'une catégorie d'hôtellerie un peu plus haut de gamme. Les gens sont assez surpris, pour quelques-uns, de n'avoir que 2 hôtels 5 étoiles sur le bassin. Vous avez dans le sens de dire, Irino. Oui. Je vous dis être l'écho de la clientèle que je peux accompagner. Mais ça ne sera pas retenu contre vous, vous pouvez le dire. Non. Très bien, merci. On va avancer. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est important de faire parler, de parler des jeunes, de la jeunesse, de la formation. On les salue d'ailleurs, je crois qu'il y en a sont là, ici, des gens effectivement de lycée Condorcet, section tourisme, et une des responsables, une professeure du lycée qui peut peut-être effectivement nous dire comment vous travaillez sur cette question du 12 mois sur 12. Bonsoir. Effectivement, donc vu que nous sommes partenaires de la marque Bassin d'Arcachon, dès le début, en fait, que ce soit durant nos cours ou un atelier de professionnalisation avec mes collègues, on a intégré les notions, donc à savoir du tourisme des 4 saisons, des déplacements doux aussi, de la notion d'habitant aussi. Donc on a noué des partenariats avec des offices de tourisme notamment pour travailler sur ces sujets, donc avec nos étudiants. Par ailleurs, lors des nombreuses actions professionnelles qu'ils réalisent avec de nombreux partenaires en fait, que nous avons sur le bassin d'Arcachon, ils sont également amenés à vivre de près, en fait, en direct, des événements, par exemple, qui ont lieu tout au long de l'année. Donc là, on est vraiment on est gâtés parce qu'on est sollicité par nos partenaires, que ce soit le Palais des Congrès, les offices de tourisme, pour faire participer nos étudiants à de nombreux événements, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, ou bien tourisme d'affaires également. Donc on était récemment au Palais des Congrès d'ailleurs. Et en fait, de ce fait, après, nous relayons sur les réseaux sociaux, notamment à travers le compte BTS Tourisme, mais également nos étudiants sont des relais en fait, de tous ces événements. Nous faisons des publications et sur l'année en fait. Donc c'est aussi un moyen de les sensibiliser. Et enfin, par rapport aux stages, donc nos stages sont positionnés aussi en lien avec l'activité du bassin. Donc on va à la fois avoir des stages hors saison. Donc le premier c'est janvier-février. Donc là on découvre un certain type d'activité et puis après on s'approche plus de la haute saison. On a mai-juin et enfin septembre. Donc et de nombreux étudiants également après sont embauchés durant l'été pour ceux qui restent en fait sur place. Donc c'est vraiment une chance, ils ont un panel d'expériences tout au long cours, tout au long de l'année. Christelle Badji, juste une question sur notre sujet de ce soir pour recentrer s'il vous plaît. Est-ce que vous formez aujourd'hui spécifiquement des étudiants à aller justement sur une clientèle, on va prendre deux axes de développement dont on en parle ce soir, tourisme d'affaires, est-ce qu'on les forme spécifiquement et est-ce qu'on les forme spécifiquement à l'écotourisme qui est notre sujet suivant?
Écoutez, oui, on met en place des thématiques, en fait, et puis aussi, on noue des partenariats. Donc là, ça me fait penser on reçoit notamment des partenaires qui viennent faire des interventions au lycée, sur lesquelles, après, nous allons pouvoir rebondir et faire travailler nos étudiants. Donc clairement, oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Donc je pourrais rentrer dans les détails, mais nos partenaires font que, voilà, c'est vraiment des sujets très, très importants. Et à travers aussi, un dernier point peut-être, les visites, les éductours que nous réalisons sur les différentes communes du bassin et qui nous permettent vraiment d'aller à la rencontre des professionnels, parce que c'est l'échange aussi qui nous permet de donner envie à nos étudiants après de s'investir dans le tourisme d'affaires, parce que pour la plupart au départ, ils ne savent même pas ce que c'est en fait. Donc voilà. Merci de ce témoignage. On va passer à Mathias Labarbe, qui est aussi installé pas loin de vous. On fait beaucoup travailler. On la remercie, Isabelle Laban, qui a fait beaucoup plus que transmettre le micro ce soir. Bien en amont, on la remercie beaucoup. Mathias Labarbe, on en parlait à l'instant, l'écotourisme. Vous avez une société qui s'appelle Ecotour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui d'être éco-responsable dans du tourisme d'affaires ? Bonjour tout le monde. C'est un vaste sujet, parce que c'est vrai que le tourisme... On va essayer de le définir. Dites-nous, voilà, qu'est-ce qui fait votre particularité de l'écotourisme dans le tourisme d'affaires ? On va dire que l'engagement du tourisme durable ou éco-responsable va se manifester au niveau du choix des activités et des prestataires. Donc, par exemple, sur des activités de pleine nature, sur le recours à des guides conférenciers ou des guides naturalistes pour pouvoir transmettre l'information, qui est un des piliers du tourisme durable, et puis apporter une sensibilisation de manière assez régulière au fur et à mesure du séjour du tourisme d'affaires. Donc c'est vrai qu'après on répond au cahier des charges des entreprises, donc parfois on a un impact relativement limité, où les entreprises n'ont pas vraiment de volonté, de vision d'aller là-dedans, mais on essaye d'apporter des petits détails, que ce soit par exemple d'éviter de mettre en avant des bouteilles d'eau et de promouvoir des gourdes. Je suis en train de mettre en place un partenariat, par exemple, avec l'association Zéro Déchet du bassin d'Arcachon pour pouvoir mettre en place des ateliers de do-it-yourself, comme on dit, donc pour faire ses propres produits ménagers, etc. Pour qu'au final, dans le cadre de l'entreprise, les intervenants, les participants puissent acquérir des bases sur quelque chose qu'ils pourraient ramener chez eux après dans leur quotidien. Merci de ce témoignage. On va remercier notre plateau. On va reprendre l'avis de notre expert sur l'écotourisme. Vous aimez nous dire ce qui se passe aujourd'hui avec ça, si c'est possible, parce qu'on va voir après une question Internet. On vous remercie tous les trois. J'en profite pour rappeler les invités suivants. Emmanuel Laverne, Corinne Marzorati et puis Laure, que je vais appeler Laure, elle nous dira son nom tout à l'heure de famille. Il est encore plus compliqué que le mien, je n'ai pas pris ce risque. On vous attend tous les trois. On a le regard de l'expert sur l'écotourisme et des questions Internet, je crois, Bruno. J'en ai retenu une. Pourquoi n'y a-t-il pas de maison des saisonniers ? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Alors, est-ce que c'est un investissement qui peut être confié aux collectivités, la maison des saisonniers, ou ça peut être du privé, Yves Foulon ? Pour l'instant, c'est que du privé. La loi ne l'impose pas. La loi nous a imposé de faire un constat et un débat. On l'a fait, ça fait longtemps qu'on l'a fait, mais on a rendu notre copie en disant que la maison des saisonniers était l'outil indispensable, sans rebondir sur l'idée aussi du tourisme à l'année qui permettrait de sédentariser les travailleurs du tourisme. Mais la maison des saisonniers, c'est indispensable. Alors, il y a des pistes. Il faudrait que le gouvernement accepte que les maisons des saisonniers soient comptabilisées dans la création des logements sociaux. Ça permettrait d'imposer cela à tous les maires de France qui ont des besoins de saisonniers. Ça peut aussi être des options de défiscalisation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge ni par les pouvoirs publics, concrètement, ni par les opérateurs privés. Et les saisonniers sont dans une situation catastrophique. On le sait tous les ans. Ça dure 6 mois. Et au bout de 6 mois, on rattrape l'hiver et rien n'est fait. Et ça fait 20 ans qu'on entend le problème de logement des saisonniers. Allez, Didier Arinaud, un petit mot, parce qu'on a vu qu'il y avait une volonté d'emmener de l'éco-responsabilité dans le tourisme d'affaires. Là, on va être beaucoup plus large. On a très témoignage féminin sur certainement cette activité développement durable. Qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui et comment on mesure son développement dans le tourisme en général ? Alors, nous, ce que nous faisons chez ProTourisme depuis des années, on interroge 3000 vacanciers français 4 fois par an et on suit leur sensibilité à la dimension environnementale dans leur pratique de transport, d'hébergement, de comportement. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que
Beaucoup parlent de tourisme durable, mais j'ai envie de dire que ce sont les destinations qui n'iront pas dans cette voie qui disparaîtront de la carte, car ça sera insupportable Vous êtes pour les catégorique, clientèles. pas de développement durable, je suis mort, quoi. Oui, absolument, parce que le développement durable, c'est aussi la valorisation des patrimoines, de la faune, de la flore. C'est aussi permettre de développer la biodiversité. On parle toujours du réchauffement climatique, mais il y a aussi la biodiversité. On a perdu 30% de biodiversité en 30 ans. Et puis, il y a nécessité d'aller vers... Et puis pour les professionnels, c'est aussi, de façon très pragmatique, des économies d'énergie. On va voir dans les années qui viennent l'augmentation considérable du prix de l'énergie, à n'en pas douter. Bon, et donc ça fait partie. Et on le voit déjà. Et donc c'est cette dimension, elle est très importante. Ça doit être aussi le ferment de l'activité touristique. Et puis, il y a une insuffisance aujourd'hui chez les professionnels des labels environnementaux. Je pense à Green Globe, par exemple, qui touche les clientèles internationales. Et ce mouvement, et dans bien des cas, d'ailleurs, on parle du développement responsable. C'est intéressant, le développement responsable, parce qu'il y a la dimension environnementale, mais il y a aussi la dimension humaine. Il y a la dimension de valorisation des hommes et de tout l'écosystème. Et en cela, le bassin a des potentiels considérables, y compris d'ailleurs sur des hébergements écotouristiques dans lesquels c'est quasiment le vide. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu par rapport... Alors c'est évidemment parce qu'on en a qui ne sont pas dans le vide et ils vont vous le prouver. Eh bien, c'est très bien, mais il y en a quelques-uns. On ne peut pas prendre quelques exceptions pour en faire une généralité. La réalité est de la même façon que ce qui avait été démontré par tous les acteurs qui ont investi, c'est lorsqu'ils créent quelque chose, il y a une demande immédiate. Et ça, c'est une extraordinaire leçon, y compris sur le développement. L'offre crée la demande, on a bien compris ça ce soir, on le répète. On va voir ça de suite, oui, avec Emmanuelle Laverne. Emmanuelle Laverne, bonjour. Vous êtes directrice de l'Office de tourisme Cœur du Bassin. Oui. Donc il y a 5 communes. Oui. Vous pouvez les citer parce que je ne me souviens plus lesquelles. Bien sûr, Lanton, Audange, Biganos, Mios et Marcheprime. Voilà. Et donc vous, effectivement, est-ce que vous constatez, parce que vous avez peut-être une clientèle touristique qui est davantage tournée vers cet écotourisme, alors je me trompe peut-être, mais est-ce que c'est le cas? Et est-ce que cet intérêt pour les questions environnementales des touristes, elle a effectivement, vous voyez que c'est une préoccupation de plus en plus importante? Alors effectivement, je suis d'accord avec ça, dans le sens où moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur l'Office du tourisme Cœur du Bassin. Et donc, sur ce territoire-là, on est commune du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc, on travaille de longue date. La vice-présidente est là, puisqu'elle était sur le plateau tout à l'heure. Exactement. On travaille de longue date sur l'accompagnement des professionnels à la prise en compte du tourisme durable dans leurs pratiques. Et donc, au début, quand on a commencé à travailler cette cible-là, on proposait notamment des activités de découverte du patrimoine local. Donc, je me rapproche de ce que disait Mathias tout à l'heure, avec des guides naturalistes, avec des associations de préservation de l'environnement. Et on venait proposer de l'activité de découverte à un public classique, mais qui ne recherchait pas ça spécifiquement. Et plus les années ont avancé, et plus effectivement la demande est très orientée aujourd'hui sur des pratiques dites éco-responsables de leurs vacances. Donc ils cherchent spécifiquement, ils viennent nous voir à l'Office du tourisme, on propose une offre de découverte qui corresponde à leurs attentes d'éducation à l'environnement. On a une clientèle très familiale, donc avec des enfants petits, et c'est très tendance aujourd'hui, et dans les programmes pédagogiques d'ailleurs à l'école. Donc on travaille aussi une cible scolaire. Donc on est sur un autre pan du tourisme. On n'est pas du tout sur le tourisme d'affaires, mais on est sur une cible d'activité scolaire proposée aux écoles, aux centres de loisirs, sur une approche environnementale. Donc effectivement, au fur et à mesure des années, la pratique et la demande a évolué sur une approche durable de leurs vacances. On peut donner un exemple concret de quelque chose qui s'est développé et qui marche bien dans la matière? Oui, par exemple, on a les bateliers sur la Leyre. Donc, on connaît l'activité canoë, qui est une activité qui explose. Et on a des prestataires qui se sont installés. Ils sont 2. Et ils ont proposé notamment des sorties au crépuscule pour éviter toute l'activité canoë qui est très dense sur la Leyre et proposer une activité au calme une fois que les canoës sont rentrés. Et ça, cet été, on l'a proposé pour la première fois cet été, parce que l'an dernier, il y avait des problèmes d'usage entre les canoës et les galupes. Et ce produit-là a extrêmement bien marché. Ils sont en train de penser à évoluer l'année prochaine sur d'autres pratiques. Mais voilà, parce qu'au-delà du surtourisme, il y a aussi surfréquentation de la Leyre, si j'entends bien. Oui, surfréquentation de la Leyre. Et bien sûr, parce qu'on est sur une activité
activité nautique, donc fortement appréciée, avec des regroupements d'événements type enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, et donc on est sur des activités bruyantes. On a parlé des nuisances du tourisme, et donc ce serait se voiler la face que de penser que sur la Leyre, tout est calme. Par contre, il y a d'autres activités qui sont proposées en dehors des hotspots, et c'est comment est-ce qu'on accompagne. On parlait tout à l'heure d'accompagner les professionnels sur l'activité de tourisme d'affaires, mais c'est tout à fait la même chose sur le tourisme loisir. On a des prestataires canoës aujourd'hui qui sont engagés sur la marque écotourisme et qui, du coup, proposent une activité différente et apportent une notion environnementale à leur activité. On en a d'autres, par contre, qui sont basés et qui sont là uniquement pour faire du business. Donc, voilà, comment est-ce qu'on accompagne ces prestataires sur une activité à l'année? C'est marrant, vous avez opposé les deux, le business et l'écotourisme. On reste sur une activité économique, mais qui a une conscience, on va dire, sociétale. Voilà. Ok. Allez, Corinne Marzorati, vous allez prendre un micro si vous voulez bien. On est ravis de vous avoir pour plein de raisons, comme tous les invités de ce soir, mais parce que l'expert tout à l'heure a parlé de l'importance des labels. Et vous avez le domaine de la Forge que vous dirigez, qui est un camping qui a un écolabel européen. Ce serait bien... Pardon ? Non, tout à fait. Tout à fait. Ça serait bien qu'on comprenne en quoi ça vous engage et en quoi ça engage les vacanciers qui viennent chez vous. Alors, l'engagement par rapport au label Écolabel, c'est tout d'abord la défense d'un tourisme vertueux. Donc, on peut le définir parce que le mot veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Et ça regroupe pas mal de choses qui ont été développées. Donc tout d'abord, ça va être de mettre en place des actions éco-responsables qui vont s'articuler autour de 3 axes. L'axe environnemental, l'axe humain et l'axe économique. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, alors, je vais juste faire une aparté pour parler un petit peu du domaine de la Forge avant vraiment d'accentuer sur la partie écotourisme. C'est que le domaine de la Forge, c'est un parc résidentiel de loisirs, mais qui est aussi un camping. Donc, c'est une catégorie dont on n'a pas beaucoup parlé, et c'est un camping 4 étoiles. Donc, ce qui n'a rien à voir avec le 4 étoiles de l'hôtellerie classique, mais qui est quand même un camping 4 étoiles. Qui est composé de mobil-homes et de chalets. Et je suis heureuse de participer à ce débat parce qu'en fait, le camping de la Forge est ouvert à l'année, donc ce qui nous permet de répondre à une offre et à des attentes toute l'année. Et est-ce qu'il fonctionne à l'année ? Oui, il fonctionne à l'année. J'ai une équipe donc, de 10 permanents qui travaillent aussi à l'année. Donc là aussi, par rapport à l'emploi qu'on apporte sur le bassin. Et au mois de janvier, vous avez du monde ? Alors, au mois de janvier, on a effectivement, on accueille du monde pour des nuitées, des gens de passage sur le bassin d'Arcachon. On accueille aussi des groupes, parce que nous avons 3 salles de location, et donc on peut répondre à des demandes de séminaires, de mariages, donc ce qui nous permet aussi d'avoir une clientèle à l'année. On propose également nos chalets et nos hébergements en logement mensuel pour dépanner des gens qui arrivent dans la région. Et vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté de se loger sur le bassin. Donc temporairement, ça peut être une réponse à des attentes de personnes qui ont besoin de se loger. Et puis après, on va rentrer dans le cycle normal lié aux vacances scolaires pour accueillir le tourisme qui vient découvrir le bassin. Je reviens à l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous donner deux règles ou 3 règles de cet engagement aujourd'hui dans le quotidien des vacanciers ? Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas pour respecter l'écolabel ? Eh bien, pour respecter l'écolabel, on va tout d'abord les inciter à pratiquer le tri sélectif. Donc, par rapport aux déchets, parce que c'est un énorme problème quand on parle de tourisme ou de surtourisme, justement, la gestion des déchets. Donc, je vais attirer leur attention tout particulièrement sur ce sujet. Après, je remercie la COBAS qui nous aide pour faire passer le message et qui vient en été faire des ateliers auprès des enfants. Donc, comme on a un mini-club l'été, ça permet de sensibiliser les enfants à acquérir les bons gestes et à peut-être les répercuter auprès de leurs parents et par la suite chez eux. Nous avons équipé nos mobil-homes de poubelles qui incitent au tri sélectif parce qu'il y a deux poubelles l'une à côté de l'autre pour la gestion des déchets. Après, nous avons aussi mis en place... Alors, ça, c'était plus la partie liée à l'environnement. Mais après, on a mis en place des hébergements qui sont équipés en domotique. Donc, ça, c'est pour toute la partie économique et gestion des énergies. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mobil-homes ou les chalets, vous les ouvrez avec un bracelet.
Et quand vous partez, donc quand vous arrivez, c'est comme à l'hôtel, vous mettez le bracelet et ça déclenche l'électricité. Et quand vous partez, vous enlevez le bracelet et ça coupe. S'il y a de la c'est pour éviter la surconsommation et la meilleure gestion de l'énergie. Ne me demandez pas de vous donner plein d'exemples, je suis intarissable. On a vu que ce n'était pas non plus une corvée non plus d'aller venir faire des vacances écotouristique. Il faut le vivre au quotidien, c'est-à-dire que je rejoins madame qui disait que être écolabel, c'est pas un business, c'est-à-dire que c'est pas un argument que j'ai mis en avant pour attirer une nouvelle clientèle. C'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est un moyen de sensibiliser les équipes, c'est un moyen de fédérer, c'est un moyen de sensibiliser les gens, c'est de faire passer des messages et c'est surtout de défendre aussi les valeurs de l'entreprise. Merci. Voilà. Laure, je suis désolé, je vais vous demander de vous présenter parce qu'on a un point commun tous les deux, c'est qu'on a un nom de famille imprononçable, donc je ne m'y risque pas avec vous. En tout cas, vous représentez l'agence Les Balades Chanquet. On a beaucoup parlé de vélo, beaucoup de moyens de déplacement doux. Vous avez une offre que j'aimerais bien que vous nous présentiez et vous puissiez nous dire comment elle évolue. Alors oui, donc je m'appelle Laure Ivaskivicius. Merci. Effectivement, je suis gérante de la société Les Balades Chanquet qui propose des balades à vélo et tout au long de l'année. Donc je fais un tourisme des 4 saisons, comme... Je propose des balades qui vont à peu près de Lenton jusqu'au Cap-Ferret. Donc je fais le Nord-Bassin. Et voilà, je développe mon offre tout au long de l'année en proposant ces balades guidées. Donc les gens sont toujours accompagnés par moi. Cette offre, donc, elle est toute l'année. On parle de vélo et donc de toute saison. Comment ça se gère? C'est un petit peu la question qu'on a posée ce soir à tout le monde pour orienter ce débat sur cette stratégie de développer le tourisme plutôt sur l'année que sur juste 2 mois. Alors c'est un choix. Après, c'est sûr que je travaille beaucoup plus l'été. Et, je travaille beaucoup plus d'avril jusqu'à mi-octobre. Mais après, ça se gère. Je travaille toute seule déjà, donc je n'ai pas de charge salariale. Et après, ça se gère comme ça. Vous avez beaucoup de clients qui viennent, l'air de rien. Il y a quand même un gros tourisme des 4 saisons. Et on a beaucoup en hiver de Bordelais ou de gens du coin qui viennent quand même profiter du bassin. Et tout à l'heure, on parlait de développer un tourisme à l'année avec des saisonniers qui seraient là à l'année. Mais il faut quand même noter que sur le bassin d'Arcachon, on a un gros manque quand même de logements à l'année aussi. Donc pour moi, il faut régler toutes ces questions-là pour avoir du monde tout le temps. Il semble qu'il y ait une explosion de la pratique du vélo. Vous l'avez constaté, vous Complètement, oui, c'est énorme. Alors c'est assez chouette, parce que forcément, il y a moins de voitures, forcément, et c'est un tourisme doux. Et je pense que notre rôle, vraiment, si on veut un tourisme des 4 saisons, c'est pas de refuser le surtourisme, c'est d'éduquer les gens. Et les infrastructures pour les vélos vous semblent suffisantes? Ça pourrait être mieux, mais je pense que quand même, c'est pas mal. Ok. Vous avez commencé une phrase sur le surtourisme, c'est-à-dire pendant qu'il y a du surtourisme, on peut les éduquer. J'aurais bien voulu que vous nous expliquiez. Je pense que le surtourisme, c'est pas un problème parce qu'on peut pas reprocher aux gens de venir voir quelque chose que nous on aime tant. Et il faut juste éduquer les gens par rapport à ce qu'ils viennent voir et pour faire un tourisme de qualité et montrer aux gens que c'est quelque chose de qualité et qu'il faut le respecter en fait. C'est pour ça que l'écotourisme c'est très bien aussi. Merci. Alors vous êtes plusieurs, on vous garde évidemment toutes les 3, mesdames. On va avoir 3 témoignages, Bruno. Alain Bossière, Christelle Centurain, Lionel Lacaze. Ils vont nous aider à conclure avant que Yves Foulon et notre expert puissent nous donner 3 leçons qu'ils auront retenues, ou en tout cas 3 décisions, peut-être même, pour l'élu que vous êtes, Monsieur Foulon, de ce type de renseignements qu'on va pouvoir tirer et d'enseignements de cet échange. Voilà, 3 témoignages, effectivement. Voilà. Alors, on va commencer par Alain Bossière, 3 témoignages de votre activité. Vous, c'est Cap Gourmand, simplement nous dire en quelques mots ce que vous proposez. C'est éco-responsable aussi, c'est pour ça que vous êtes là. Absolument, ouais. Moi j'organise des expériences nature et gourmandes, assez insolites, à la fois pour les particuliers et pour les pros. Donc c'est des découvertes au plus près du terrain, des rencontres de producteurs et aller dénicher aussi des superbes endroits, des pépites en fait du bassin qui sont cachés, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas si on n'est pas accompagné. Et ça, encore une fois, à la fois pour des particuliers qui sont un peu curieux et aussi pas mal pour des pros qui veulent passer un moment différent, parfois même accompagné d'une demi-journée de travail, les pieds dans le sable, c'est-à-dire qu'on travaille aussi en pleine nature. Voilà, donc tous ces éléments-là, ça constitue une expérience insolite pour ces personnes. Juste un mot sur l'essor, puisque la question évidemment c'est le développement de cette activité. Aujourd'hui, vous avez une demande croissante ou c'est quand même quelque chose qui est encore dur à faire passer comme message ? En fait, elle redémarre là, très fort depuis juin cette année, c'est-à-dire depuis que le Covid vraiment recule. Donc moi j'ai plein d'espoir pour les années à venir. Et encore une fois, le bassin d'Arcachon a tous les atouts pour attirer les pros et aussi les particuliers. Christelle Centurain, guide conférencière. Christelle est absente. Christelle est absente. Lionel Lacaze, on la salue quand même. Bonsoir. Effectivement, moi je propose de faire découvrir le bassin d'Arcachon, on va dire plutôt du slow tourisme.
L'objectif étant de faire découvrir le bassin sur des embarcations, donc type kayak, stand-up Vous avez paddle. de la chance que c'était du jet ski, vous auriez eu 1 an et demi au premier rang. Donc continuez, vous avez le droit de parler du coup. Aïe, aïe, aïe. Non, effectivement, on va se confronter, nous, effectivement, à une forte présence de motodautisme, naturellement, enfin, de nautisme motorisé, effectivement, sur le bassin d'Arcachon. Mais nous, l'objectif, naturellement, c'est faire partager notre bassin d'Arcachon au gré des marées. Voilà, donc c'est faire vivre une expérience au client en faisant découvrir un environnement, un bassin, naturellement, hein, et surtout, voilà, une discipline. Même question, Lionel, que tout à l'heure. Est-ce que ce marché aujourd'hui vous porte et permet un développement, ou est-ce que vous dites non, je suis encore un pionnier et c'est compliqué? Non, c'est un marché qui est porteur. Je pense qu'on est à tous les acteurs économiques autour du bassin travaillent correctement. Je pense que on sait la saison estivale est porteuse pour l'ensemble donc du secteur économique lié à nos activités. Difficile effectivement après de pouvoir se projeter sur une activité, on va dire, à l'année, pour des activités en l'occurrence nautiques pour notre part, hein, concernant. Vous savez qu'on va travailler du mois d'avril à mi-octobre, de manière générale. Donc les ailes de saison sont difficiles à développer, mais se mettre dans l'eau en plein hiver, c'est pas évident. Et qui sont vos clients On va avoir une clientèle, on va dire, de Nouvelle-Aquitaine, majoritairement, hein, je pense si on fait un point là-dessus. Après, naturellement, clientèle donc, parisienne, du nord de la France également, un petit peu de Bretagne, et une clientèle étrangère aussi, en net déclin naturellement par rapport à la situation Covid. Merci beaucoup. Je fais un petit signe à Isabelle. On n'a oublié personne dans nos témoignages. C'est parfait. On va tenir les délais puisqu'on avait promis, et à l'audience, on les remercie de nous suivre, de boucler ce très riche débat à 19h30. Évidemment, alors, on est tous impatients de voir les décisions. Question Internet. Oui, juste une dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les contraintes urbanistiques pour développer l'offre touristique? Alors, c'est probablement une question pour vous, Yves Foulon. Voilà, pour construire des hôtels, pour faire des campings, etc. Ce qu'on peut faire avec l'existence qui est possible aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est maintenant pratiquement impossible de construire sur le bassin d'Arcachon. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Si, il y a une contrainte, oui, c'est évident. Les règles du droit de l'urbanisme entraînent des contraintes que nous nous imposons d'ailleurs et que nous voulons imposer. Mais il est tout à fait possible de continuer à avoir d'autres hôtels si on le souhaite. Il y a 12 communes qui appartiennent au CIBA. Il y a quand même des capacités. Ce n'est pas d'avoir pléthore d'infrastructures nouvelles, mais entre zéro et trop, il peut y avoir des points d'équilibre. D'ailleurs, en ce moment, il y a des projets qui se montent à Arcachon sur l'existant, en fait. Oui, et sur l'existant, il y a des rénovations qui se font. On en a eu, c'était dans votre journal il y a 10 jours, au Moulot, on avait un vieil hôtel historique, patrimonial. On a tous été amoureux des Buissonnets. Ils se sont transformés, rachetés, transformés, avec 21 chambres, ça s'appelle les Villas du Moulot. Et je le disais dans le papier que vous avez fait, c'est exactement cela que nous souhaitons. C'était un bâtiment qui existait, c'était un vieil établissement pour lequel on avait de l'affection. Et maintenant, c'est un établissement de qualité avec une offre nouvelle à 300 mètres d'ici. Et il a pu se faire, ça a pris 2 années. Et aujourd'hui, il est ouvert depuis 15 jours. Juste une question quand même par rapport à ces contraintes. Yves Foulon, toujours l'élu. On va citer un projet qui a avorté sur la commune du Tech. Je salue Karine Desmoulins qui était là tout à l'heure avec une autre casquette. Il y a quand même souvent, dès qu'il y a un projet qui naît, on en parlait tout à l'heure avec un riverain et on respecte son choix, des oppositions. On le voit au Cap Ferré sur une extension d'hôtel. On le voit là sur un camping qui était à vocation écologique. On va le citer. C'était un groupe qui est Utopia, qui fait des choses magnifiques en matière de respect de la nature. Qui est Arcachon maintenant, d'ailleurs. Et qui est Arcachon chez vous. Comment on peut justement, en tant qu'élu, expliquer, faire de la pédagogie, comment ça se passe pour justement que les riverains disent ok, on va avoir un petit peu de nuisance, mais c'est le développement de mon territoire, ou est-ce qu'on va toujours être bloqué, not in my garden, c'est-à-dire tout, mais pas dans mon jardin, quoi. Il faut expliquer, aller à la rencontre, discuter. Des fois, ça passe par les tribunaux aussi, gagner les procès. Au Ferré, il y a un hôtel 5 étoiles qui se fait, on le sait depuis 15, je sais pas, 1 mois, 2 mois, ça a mis 4 années. À Arcachon, il y a un permis de construire qui a été délivré il y a 4 ans et qui n'est toujours pas effectif parce qu'il y a eu des recours et on arrive maintenant au bout des recours devant le Conseil d'État. Alors, on le sait, notre territoire, il est compliqué à ce niveau-là. Les élus ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de choses, mais un peu de choses, parce qu'encore une fois, le tourisme, c'est finalement, on est tous des touristes dans cette salle. Nous-mêmes, on prend des vacances et on va ailleurs et on se comporte en touriste. Et donc, il y a une satisfaction de la population française à pouvoir se considérer et devenir des touristes à un endroit différent de celui auquel il habite.
Et après, il y a aussi et surtout celles et ceux qui vivent toute l'année du tourisme. On est passé vite sur les 760 millions d'euros, mais derrière, c'est des emplois, c'est la richesse. Vous voyez, ces jeunes derrière nous, là, on leur parle d'une activité. Ils ont choisi de se la fabriquer comme métier, ils ont 20 ans. Donc, il ne faut pas que le tourisme soit considéré par nos populations locales, à l'échelle de tout le pays, comme des ennemis. Ouais. C'est une évidence qu'on est tous touristes à un instant de nos vies et qu'on vit essentiellement du tourisme ici. Et donc, il faut savoir être hospitalier, accueillir dans des conditions différentes. C'est de cela dont on a parlé ce soir. J'en tirerai un certain nombre de conclusions tout à l'heure. On attend bien. Mais conditions différentes ne veut pas dire arrêt d'une activité qui est essentielle et qui incarne notre tradition, notre histoire du bassin d'Arcachon depuis la nuit des temps. Merci. La conclusion. Alors justement, Didier Arinaud, 2 minutes, on va même chronométrer si je puis dire. Est-ce qu'on vous a fait changer d'avis sur l'offre ou est-ce qu'il y a encore une carence? Quelle conclusion vous gardez? Non, je vous provoque, c'est pour avoir une réaction. Quelle conclusion vous gardez de ce que vous venez d'entendre? Et on prend ensuite les décisions, les conclusions, les promesses, c'est pas un gros mot politique, du président du CIBA. Et je préviens aussi l'audience qui nous suit sur Internet qu'on rendra, si je puis dire, l'antenne à l'heure et qu'on pourra faire un échange avec la salle s'il y a des questions qui restent en suspens. Alors, notre expert, Didier Arinaud. Tous ces acteurs, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les prestataires d'activités, ils participent d'une chose, à fabriquer des bonheurs. C'est ce qu'il y a de fabuleux dans ce métier. Ces jeunes qui sortent, soit ils se visualisent en passeurs de plats, ou alors en vecteurs d'une histoire, de patrimoine, de savoir-faire. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et le potentiel du bassin, il est sur le bleu, c'est au travers des idées balades. Il est aussi sur le vert. Publication du CIBA, qui est grand public qu'on peut trouver. Et nature, sur le vert, et notamment les communes du bassin rétro-littoral. Et puis le dernier point, c'est aussi l'urbain, qui a un potentiel sur le tourisme d'affaires, mais aussi sur le tourisme 4 saisons. Le bassin a un bel avenir. Le champ de progrès est tout à fait considérable. Et cela avec une certaine harmonie, parce que le plus important dans les destinations touristiques, c'est qu'elles puissent être préservées, valorisées, et c'est cet équilibre que les clientèles viennent chercher. Merci beaucoup. Alors voilà, on a presque une direction qui est fixée, mais vous n'avez pas besoin de ça, j'imagine, les foulons. Comment on conserve l'harmonie, qu'on développe l'offre, qu'on satisfait les habitants à l'année et les professionnels? Ça va être compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Bon courage. C'est un débat qui est riche, on l'a vu, fait de contradictions, de volontés, avec des identités différentes, des entités différentes, des personnalités différentes. Et encore, la population, elle, les 150 000 habitants du bassin d'Arcachon à l'année, tout au long de l'année, n'ont pas eu l'occasion de réellement s'exprimer ce soir. Et ce sont des acteurs aussi de l'offre touristique par nature. Alors, moi, ce que je retiens de ce débat, c'est peut-être 6 points très courts, je vais être le plus court possible. 2 constats. D'abord, on a un cadre de vie que tout le monde a qualifié de merveilleux, qui existe, c'est le bon Dieu qui nous l'a donné. Simplement, il est fragile, il doit être préservé. Ça, c'est une nécessité et c'est une orientation partagée par tout le monde, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit la population, que ce soit les acteurs politiques. On veut protéger notre cadre de vie parce qu'il est beau, parce qu'on l'aime, parce qu'il incarne le bassin d'Arcachon. Et d'ailleurs, le CIBA, c'est assez un paradoxe, et c'est une entité formidable pour ça, parce que c'est le CIBA qui est l'outil de préservation du bassin d'Arcachon. On fait les eaux usées, les eaux pluviales, le balisage, le dragage, l'entretien des ports, tout ce qui constitue le quotidien et la vie quotidienne. Et en même temps, c'est nous donc qui nettoyons, entretenons, et en même temps, c'est nous qui faisons la promotion touristique du bassin d'Arcachon. Donc on se donne les 2 missions parallèles. On protège, on préserve, et on fait la promotion du bassin d'Arcachon. Donc ça, c'est un premier constat qui est essentiel, qu'il faut rappeler sans cesse, parce que c'est une orientation que nous avons chevillée au corps et partagée par tout le monde. Deuxième constat, on l'a vu au travers des témoignages de beaucoup d'intervenants qui sont des acteurs de la vie touristique. On a encore des infrastructures d'équipement, de voies de circulation à rénover, à amplifier, à remettre au goût du jour, des choses qui ne fonctionnent pas bien. On ne peut pas être les meilleurs du monde partout. On n'a pas tout réussi. La voie directe, on l'a fait sur 2 tiers. Il faut la prolonger jusqu'à Arcachon, sinon ça n'aurait pas de sens. On a simplement déplacé le bouchon en faisant tous les travaux que nous avons faits.
Il faut mieux relier de façon plus facile le Nord-Bassin avec Bordeaux, avec l'aéroport. Bon, tout ça est sur la table et on a les maires et les entités, le département, la région, des projets réels et concrets en la matière. Puis après, on a une volonté. Didier Arinaud s'en est fait un peu l'écho tout à l'heure. Il y a eu plein de réactions, mais c'est vrai. On doit monter en gamme, avoir une offre de qualité plus forte, différente du passé. On a des cibles nouvelles, des supports nouveaux. C'est ce qu'on est en train de faire avec le CIBA. On a démarré ça il y a 15 jours. Donc il faut attendre que le travail paie et on verra dans un an quelles sont les modifications qui ont été apportées par ces nouveaux supports, ces nouvelles cibles dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un outil manifestement qui est commun à tout le monde, que ce soit les entrepreneurs, la population ou les visiteurs. C'est un tourisme à l'année. Voilà, tournons pas autour du pot, ça ne sert à rien, on aurait dû le faire depuis longtemps. Tout à l'heure, quand j'écoutais le tourisme d'affaires, c'est ce qu'ils font depuis le départ du tourisme d'affaires en France. C'est les seuls qui bossent pour avoir des touristes qui sont des congressistes ou des séminaristes toute l'année et qui permettent à nos infrastructures d'être ouvertes toute l'année. Donc oui, l'outil, c'est le journal de bord, c'est ce qu'on a essayé de faire, qu'on est en train de diffuser à Paris, à Lyon et à tous ceux qui veulent nous entendre et nous écouter. C'est des propositions pour être ouverts à l'année et éviter, par ce biais-là, le surtourisme, éviter le quantitatif et aller vers le qualitatif. Après, on a un objectif. Alors c'est le plus compliqué et c'est celui auquel vous faisiez allusion il y a un instant. C'est le 5e point, il faut que le tourisme soit partagé avec les 150 000 habitants à l'année. C'est le tourisme partagé. Alors, certains l'appellent durable, peu importe les mots. Le mot durable, on parle d'économie durable, on parle de développement durable. Chaque fois qu'on a un emmerdement, on met le mot durable à côté et ça passe mieux. En ce moment, c'est des mots nouveaux, le mot durable. Nous, on veut qu'il soit partagé, ce tourisme, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait ce qu'on voit dans d'autres villes de France et d'autres villes européennes, cet antagonisme, cette opposition entre les visiteurs que nous avons la volonté d'accueillir, les touristes, et ceux qui habitent ici à l'année et qui doivent vivre dans la sérénité, la quiétude, la sécurité. Et donc, nous leur devons cela. Et donc, il faut qu'on trouve ces points d'équilibre. Et c'est un objectif. C'est un tourisme partagé avec la population. Et puis enfin, pour conclure, une proposition tout simple. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ces touristes qui sont là l'été. Est-ce qu'on ne peut pas leur demander une contrepartie ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ensemble laquelle on va lancer l'idée de nous faire savoir aussi bas, les 150 000 habitants et ceux qui nous aiment et qui nous regardent. Ça existe des fois qu'on soit obligé de faire quelque chose pour aller à tel endroit. Pas que donner de l'argent. Quand ils vont dans un camping, quand ils louent une chambre d'hôtel, quand ils vont au restaurant, ils paient, par nature. Ils achètent une prestation, un service, mais est-ce qu'on ne peut pas leur demander une contrepartie, peut-être environnementale, par exemple, ou autre. C'est-à-dire qu'il y ait une marque... dit à ses vacanciers de repartir avec leurs poubelles à la fin de la journée. Si vous faites ça sur une semaine, ils ne vont plus venir beaucoup, monsieur le maire. C'est à inventer, mais on serait un peu précurseur de dire le bassin, vous l'aimez parce que vous le fréquentez et vous avez fait ce choix de cette destination avec tout ce qu'on offre de bien et de moins bien, quelquefois un climat pas toujours au rendez-vous cet été, du 1er juillet au 15 août, ça n'a pas été la panacée en termes de soleil. Ils sont repartis, pas plus blancs qu'ils sont arrivés, mais pas loin. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose de novateur, de différent, de nouveau, en disant à la population sans obligation, mais de donner ce thème, est-ce que vous seriez d'accord pour faire quelque chose pour le bassin qui vous accueille, qui vous reçoit, qui vous invite, puisque c'est en ce moment on lance des invitations au travers de notre journal de bord et des politiques que nous menons en termes de communication, même si elles sont différentes, on leur demande de venir quand même. Eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir l'idée d'inventer une forme de contrepartie qui pourrait se tourner vers l'environnement, le respect, la prise en compte, l'accompagnement. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses à inventer ensemble. Un geste vertueux, en tout cas. Un geste vertueux.
Bien, merci à toutes, merci à tous, merci aux gens qui nous ont suivis, merci à l'audience, on est ravis franchement avec Bruno Béziat qui est à l'origine de cette initiative, l'agence Sud-Ouest Arcachon et son équipe. Merci à tout le monde, merci à ceux qui ont organisé, merci Isabelle Laban et toute son équipe aussi du CIBA. Vous pouvez évidemment parler, on vous le demande toujours, mais partager cette vidéo et en parler autour de vous. Je ne parle pas qu'aux professionnels, mais aussi aux particuliers. On vient de l'entendre avec Yves Foulon, avec les experts, avec tous les professionnels. C'est l'affaire de toutes et tous. On est ravis en tout cas d'avoir modestement participer à ce débat. On vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Et puis j'ai même dit qu'on se dise rendez-vous dans un an pour voir où on en est au mois de janvier. On fera le débat au mois de janvier. Bruno, voilà. C'est une bonne idée. Comme ça, on verra qu'il y a du tourisme. 12 mois sur 12. Merci à toutes, merci à tous. Vous pouvez applaudir toute l'Assemblée. On est ravis de vous avoir eu dans cette belle salle ici, sur Bassin d'Arcachon. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous Sud-Ouest avec le CIBA, qu'on remercie. Merci, Monsieur le Président.